Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier podcast de Planète PSG. Cette émission s'intitule le Planète PSG Show. Alors pour parler un peu du concept qui nous a amené à faire ça, on a voulu lancer ce podcast un peu sur le format d'une émission de radio où on se réunirait la plupart du temps à 3 voire à 4 pour parler de l'actualité du PSG. Et du coup, c'est ce premier numéro que nous lançons ce soir. Alors ce soir, on va parler de pas mal de choses différentes, mais surtout de l'actualité du mercato. On va y revenir. Donc, au-delà de tout ça, on va bien sûr avoir besoin de vos retours un maximum, que ce soit les auditeurs de ce podcast ou les lecteurs habituels du site de Planète PSG. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos suggestions, ce que vous aimeriez entendre, sur quoi vous aimeriez nous entendre débattre. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires à ce sujet. Et puis même vos retours sur le fond sont les bienvenus. Et je tiens à préciser que comme c'est le premier podcast de l'équipe et que les problèmes de son ne sont pas forcément tous réglés, je vous invite à mettre des écouteurs pour écouter correctement le podcast. Et donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais passer aux présentations. Donc moi, c'est Lenny, je suis l'animateur du débat de ce soir et je suis avec mes deux compères de l'équipe, deux de mes compères de l'équipe NPSG, avec Loïc tout d'abord. Salut Loïc. Salut à tous. Et avec Julien. Salut Julien. Ouais, salut à tous. Alors du coup, on va passer au sommaire. Alors au sommaire de ce soir, il y aura deux grands dossiers. Le premier étant le mercato parisien dans sa globalité. On va tout d'abord parler des arrivées, des dernières arrivées officielles ou presque officielles, on va dire, des départs actés, et enfin des rumeurs de transfert, des derniers bruits de couloir, on va dire. Et dans un second temps, on abordera le cas Neymar, et puisque c'est un peu le feuilleton de l'été du côté de Paris et même au-delà de Paris, on y reviendra. Mais voilà, il y aura pas mal de choses à dire, puisque le Brésilien est revenu à l'entraînement aujourd'hui et qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du mercato et des arrivées officielles ou presque officielles, en démarrant par une presque officielle. C'est le jeune défenseur Diallo du Borussia Dortmund qui devrait s'engager a priori ce soir ou demain avec le PSG, qui aurait dû passer sa visite médicale aujourd'hui au camp des loges. Donc du coup, est-ce que déjà, que pensez-vous globalement du joueur? Est-ce que vous pensez que dans l'optique de Thomas Tuchel d'installer probablement une défense à 3, c'est plus un joueur de rotation? Est-ce qu'il est là pour s'installer? Tiens, Julien, t'en penses quoi? Ouais, alors moi, j'en pense du bien, parce que je trouve que c'est une arrivée intéressante. Alors, à plusieurs niveaux, parce qu'effectivement, si on joue à une défense à 3, il fallait quand même un quatrième défenseur central de métier, on va dire. Sachant que j'imagine que Guerrero, il va peut-être le garder plus pour le poste d'arrière droit. Donc, je trouve intéressant que ça amène un peu de concurrence. Avec un Thiago Silva qui reste vieillissant, mais qui reste quand même une valeur sûre au vu de la Copa América qu'ils viennent de faire. Mais je trouve intéressant parce qu'il est gaucher en plus, donc il va être avec Ipembe le deuxième gaucher. Et je trouve qu'il va peut-être aussi permettre faire en sorte que Kipembe se bouge un petit peu pour qu'il retrouve un peu son niveau de l'année dernière. Donc je trouve cette arrivée très intéressante, en plus pour 32 millions d'euros, avec un joueur qui reste sur une très bonne saison en Allemagne. Donc moi, j'en pense que du bien. Ok, très bien. Loïc, un mot du coup sur Diallo? Je rejoins plus ou moins l'avis de Julien. C'est vraiment, je trouve, une bonne recrue, que ce soit par rapport au système de jeu qu'on va utiliser ou même par rapport à la rotation d'effectifs. Par rapport à Kimpembe, je pense que c'est aussi un vrai plus parce que Kimpembe, on le sait, il a vraiment raté sa saison. Je pense que si Kimpembe, c'était pas le jeune formé au PSG, ça serait par exemple Bernat qui nous avait fait cette saison-là, on l'aurait mis dehors. Là, Kimpembe, on va lui laisser encore une chance, mais avec un concurrent pour lui dire voilà, maintenant reprends-toi, parce que tu as des gars en face qui vont pousser et tu n'auras pas 36 chances.
À part ça, Diallo, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est ce qu'on peut reprocher parfois au PSG. Là, c'est un achat français, c'est le capitaine des espoirs, c'est peut-être l'avenir en défense de l'équipe de France. On verra par le futur. Pour lui, c'est une très bonne progression de carrière. C'est un achat intelligent, j'ai envie de dire tout simplement. Tout à fait. Alors c'est vrai, je suis assez d'accord. Après, sur le prix, on serait à peu près sur un 30 millions de ce que j'ai lu, 35 avec des bonus. Quand on se souvient des achats précédents, notamment en défense centrale de Kerrer qui avait coûté quarantaine de millions, non 37 je crois, 37 C'est ça, millions 37. l'année dernière. Euh, Comment on se place? Qu'est-ce que vous en pensez en termes de prix? Est-ce que ça reste raisonnable pour un défenseur central, sachant que les défenseurs centraux, c'est pas si facile que ça à aller chercher. Bah tiens, Loïc, t'en penses quoi en termes de prix? Est-ce que c'est Ouais, plutôt... c'est dans la norme, j'ai envie de dire, hein. Comme tu l'as souligné, on prend Kerrer à 37. C'était un peu dans le même cas de figure. Lui, c'est un espoir allemand, un jeune joueur. Voilà, alors c'est vrai que l'année dernière, Kerrer, on a un peu tilté sur le prix. Maintenant, c'est les prix du marché. On sait bien qu'il n'y a plus, voilà, depuis 2 3 ans, il y a plus vraiment de signification là-dessus. Là, c'est un bel investissement, c'est 35 millions, voilà, ça me choque pas. Ouais. Pour moi, c'est correct. C'est vraiment l'inflation du marché. Julien, t'es d'accord là-dessus? Ouais, globalement d'accord, ouais. Sachant que Marquinhos, par exemple, c'était une trentaine de millions aussi, à l'époque. C'est vrai. Ouais. Bon, lui, il a 23 ans. Ouais, moi, je trouve que c'est raisonnable parce que quand tu vois les prix des défenseurs, ça flambe vite quand même, hein. Quand on voit à Liverpool, par exemple. Non, moi, je trouve que c'est, voilà, comme a dit Loïc, c'est un recrutement intelligent. Ouais. Ok, bon, bah, on est tous d'accord. Après, reste à voir l'officialisation maintenant, mais ça ne saurait tarder. Donc maintenant, on va passer à un autre dossier. On va passer à un autre dossier et la première arrivée officielle, si je ne m'abuse, de ce mercato, c'était l'arrivée de Pablo Sarabia en provenance de Séville. Alors, du coup, on va un peu rappeler son prix puisque c'était une clause libératoire, si je ne me trompe pas, C'est ça, ouais. qui était en Espagne et qui était assez, au vu des qualités supposées du joueur, qui est assez faible. Et donc, du coup, c'était 17 millions. Et du coup, 17 millions d'euros pour un joueur qui joue dans un des plus grands championnats du monde, si ce n'est le plus grand pour certains, et qui joue au FC Séville, ça paraît être la bonne affaire pour Sarabia. Ça paraît être la bonne affaire et ça paraît être aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît être aussi être un symbole d'un changement de cap dans la philosophie du mercato du PSG. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus, Julien? T'en penses quoi? Ouais, moi, je suis ravi de ce recrutement. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il symbolise, je trouve, le virage qu'a pris la direction parisienne au niveau des recrutements. Avec le recrutement encore intelligent, je trouve, parce que ça reste à moindre coût, 18 millions ou 19 millions. Enfin, je veux dire, c'est pour un joueur qui a 27 ans, il est en pleine force de l'âge. C'est quelqu'un qui est expérimenté, parce qu'on parle beaucoup de son année précédente, mais sa saison précédente, mais c'est quelqu'un quand même qui a presque 300 matchs en Liga avec Retafe et Séville, et qui en a, enfin voilà, 300 matchs en Liga. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Il a une trentaine de matchs en Coupe d'Europe. Et je crois que c'est voilà, ça c'est quand même. Moi j'ai l'impression, enfin je m'avance peut-être un petit peu, mais une valeur sûre, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il va connaître avec le Paris Saint-Germain un nouveau palier. Et moi j'en attends quand même beaucoup, même s'il n'est peut-être pas un titulaire en puissance. Mais je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises avec lui, sachant qu'il est aussi pas mauvais devant le but et il reste quand même bon finisseur, puisque comme on l'a vu, enfin comme on le sait avec ses stats de l'année dernière, il est quand même assez impressionnant parce qu'il a mis 23 buts et 17 passes décisives en 52 matchs. Donc je trouve que c'est. Moi je suis content, il me tarde de le voir sur la pelouse, quoi. Ouais, pour un milieu de terrain, c'est vrai que c'est des stats assez impressionnantes. Du coup, Loïc, tu rejoins un peu cet avis-là sur le bon coup du Oui, bien mercato? sûr, bien sûr. Je suis assez emballé et je pense, je l'attends surtout en fait, au-delà de ce qu'il va apporter sur le terrain, c'est ce qu'il va apporter en dehors du terrain. Le mec, on le connaît un petit peu, c'est un bosseur. C'est pas quelqu'un qui va venir pourrir le vestiaire ou quoi. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui est plutôt de nature assez discrète, assez calme, mais c'est un bosseur. Les mecs à côté, ils vont le voir. Ils vont voir le mec, il arrive, il est sur le banc.
Il va commencer sur le banc forcément. Il va pas broncher, il va bosser, il va rentrer dans le terrain, il va faire des trucs. Les gars, ils vont le voir, ils vont se dire putain, lui, il bosse bien, il ferme sa gueule, il fait le taf, il me grappille ma place petit à petit. Peut-être que mentalement, ça va permettre à certains aussi de tout simplement faire ce qu'on leur demande, se mettre au travail, se concentrer sur le travail et vraiment rien d'autre, quoi. Ouais, ouais, c'est effectivement, ça, en termes de, si je résume un peu ce que tu dis, c'est que ça serait en plus de ses qualités footballistiques, il amènerait un plus sur l'état d'esprit, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok. Et puis après, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet de ses qualités. Moi, j'ai pu le voir jouer un petit peu Sarabia. Bon, déjà, ça se voit qu'il a une vision de jeu assez au-dessus de la moyenne, hein. Il voit le jeu comme un vrai milieu offensif. Il voit les passes qu'il faut faire. Il a la technique pour les faire d'ailleurs. C'est un joueur technique, bon toucher de balle, très propre dans le jeu. Et ce que j'aime bien, alors, c'est qu'il est assez polyvalent, quoi. Il a beaucoup joué à droite, mais il peut jouer milieu offensif derrière deux ou un attaquant. Il peut éventuellement reculer un petit peu. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque aussi des joueurs capables vraiment de jouer à plusieurs postes et pas des joueurs comme Marquinhos qu'on met par défaut à un autre poste, alors qu'il a pas, il a su se débrouiller si on veut, mais bon, c'était pas comme Sarabia. Sarabia, j'ai l'impression qu'il y a une vraie polyvalence qui peut vraiment, voilà, quand il va falloir remplacer d'autres joueurs, quand il va falloir faire tourner dans les matchs de Ligue 1, de Coupe de France et tout, il va être capable de remplacer sur le côté droit, de jouer dans un milieu à 3, pourquoi pas, de jouer un peu plus haut. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, Julien, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Ouais, à ce niveau-là aussi, moi, c'est une bonne. c'est clair, pour moi, c'est une plus-value parce que la saison passée, quand même, on a manqué cruellement de profondeur de banc. Donc, un joueur comme ça, même si on verra s'il sera titulaire, mais même si c'est un remplaçant, enfin, ça sera un super remplaçant qui peut jouer, comme tu dis, à différents postes et amener par sa qualité. C'est un gaucher. Non, moi, je suis très content de ce recrutement. Ok, et bah très bien. Je pense à moins que Loïc, à moins que t'aies un dernier mot à rajouter sur l'espagnol, sinon, on Non, passe pas à autre chose. vraiment, mis à part que, comme dit, effectivement, Tourelle, on sait, il aime bien changer de système de jeu, il aime bien, il n'a pas qu'un schéma en tête. Donc, forcément, la polyvalence de Sarabia ou même des autres joueurs qu'il souhaite généralement recruter, ça va dans ce sens-là. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du foot d'aujourd'hui où on demande de plus en plus aux joueurs de ne pas se cantonner à un rôle, à un poste. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. C'est vraiment une bonne affaire. Et du coup, effectivement, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est un peu synonyme d'un changement de cap où on n'essaye plus forcément de taper fort à coup de 80, 100, 200 millions, mais on essaye d'aller chercher les bonnes affaires dans des championnats qui sont importants pour construire une équipe et pas juste une équipe de stars et un vrai collectif. D'ailleurs, c'est ce qui nous mène au second dossier, puisque c'est un peu le même profil dans l'idée du bon coup. C'est l'arrivée d'Herrera de Manchester United. Herrera qui était annoncé au PSG depuis à peu près un an, quoi. Ça faisait un long moment que ça traînait, cette histoire. Et du coup, il arrive libre dans un rôle de milieu relayeur, on va dire, même s'il peut jouer milieu défensif. Lui aussi a plutôt une belle cote dans le championnat anglais, hein, et ça fait pas mal de temps qu'il est à Manchester. C'est un peu un couteau suisse du milieu, il sait faire pas mal de choses. Il- Ça a l'air d'être un très bon joueur d'équipe aussi. Et surtout, il arrive, encore une fois, Pablo Sarabia, c'est une clause à l'échelle des autres ridicule à l'échelle de son talent. Et là, Herrera, il arrive libre, donc est-ce que ce serait pas le deuxième bon coup dans un secteur clé, le milieu de terrain? Loïc, t'en penses quoi? Ah si, bien sûr, c'est un bon coup. Quand tu as un joueur qui est libre, qui a une telle expérience comme Herrera, qui a joué à Manchester United, qui a quand même fait des gros matchs. Il a connu pas mal d'entraîneurs à Manchester, il y a eu quelques changements, enfin pas mal. Il a connu Mourinho, Solskjaer et peut-être, je crois qu'il était là aussi avant Mourinho, à vérifier par contre. Mais il s'est toujours imposé, ça a été l'un des joueurs qui a quand même été le plus utilisé, sauf peut-être cette dernière saison, parce qu'on savait qu'il était en fin de contrat. Donc forcément, tu peux pas non plus t'inscrire sur la durée avec lui, tu t'es appuyé sur d'autres joueurs. Mais c'est quelqu'un qui s'est imposé. Il va vraiment apporter un plus au niveau du milieu de terrain, vu que c'est notre secteur en grand déficit.
Donc c'est super. Le seul bémol que je peux émettre, entre guillemets, c'est que globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'Herrera, c'est une bonne pioche, peu importe que ce soit dans un rôle de titulaire ou de complément. Mais le seul bémol que j'émets, c'est Herrera, c'est super, oui, mais il faut pas s'arrêter là. Si tu te retrouves juste avec Herrera, Verratti, Paredes, c'est un peu comme le début de saison dernière où tu avais Verratti, Rabiot et Ouais, Marquinhos clairement. pour dépanner, quoi. C'est juste moi le bémol que je mets vraiment là-dessus. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Julien, toi, du coup, sur Herrera? Ouais, moi aussi, je trouve que là aussi, on est complètement dans le recrutement intelligent. Puis moi, je trouve intéressant dans le sens que c'est pas un minot, c'est pas non plus un mec qui a 35 ans. Quoi. Il a 29 ans, il est en pleine force de l'âge lui aussi. Et pareil, c'est un mec qui a quand même une sacrée expérience. Moi, en fouillant un petit peu, on voit qu'il a joué 5 saisons en Liga avec Saragosse Bilbao. C'est plus de 200 matchs en Liga. En première ligue, il a aussi presque 200 matchs à Manchester en 5 saisons. Enfin, voilà, c'est un mec quand même, il a du vécu footballistique et ça, je trouve intéressant qu'on puisse s'appuyer dessus. Et après, je trouve que il a ce côté là où il aime se fondre dans le collectif, il joue pour les autres. C'est un mec valeureux et ça, je trouve que ça manquait au PSG les dernières années. Et je trouve que ça va faire le plus grand bien. Et j'ai vu des images là des premiers entraînements. On le voit déjà qui commence à vouloir un peu diriger et conseiller ses coéquipiers. Donc je trouve intéressant de voir que déjà il commence à prendre ses marques et à vouloir amener toute son expérience. Et je Mhm. pense que voilà, le milieu parisien en a bien besoin, quoi. Oui, oui, tout à fait. Après, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas bien Herrera, c'est pas non plus un vrai numéro 6, hein. C'est plutôt on va dire, quelqu'un qui serait capable d'évoluer dans un milieu à 2 avec un vrai numéro 6 ou dans un milieu à 3 en tant que milieu relayeur. Il est capable de jouer numéro 6, mais c'est pas vraiment un, enfin, il est autant 6 que Verratti, quoi. Il est pas, c'est pas sa qualité première. Il peut le faire, mais bon, il est plutôt dans un rôle de milieu relayeur, d'homme un peu à tout faire. Sachant qu'il a les qualités pour, en plus, parce qu'il a lui aussi une belle qualité technique, hein, Herrera, il est très sûr techniquement. C'est pas le genre de gars qui fait n'importe quoi avec la balle au milieu de terrain, sous la pression. Il s'appuie sur sa technique. Il s'appuie aussi sur sa science du jeu, parce que même s'il n'a pas un physique débordant, je l'ai vu intercepter, chipper plusieurs ballons juste parce qu'il était bien placé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est un milieu assez complet. Et surtout que là, par contre, où je rejoins Loïc, c'est que si on se retrouve avec que Herrera, en gros comme titulaire, Herrera, Verratti au milieu de terrain, ça risque de faire très léger, quand même. Et je pense qu'on en reparlera après, mais il va falloir aller chercher autre chose. Comme milieu de terrain, ça me semble indispensable. Donc, du coup, on va pouvoir passer à autre chose. Et donc, du coup, sur les arrivées aussi, alors deux arrivées un peu plus, comment dire, un peu moins médiatiques, on va dire. La première, c'est l'arrivée de Bakker, le jeune latéral en provenance de l'Ajax Amsterdam. Alors, lui, il est aussi arrivé libre et à un poste où Paris en a bien besoin, c'est-à-dire au poste de latéral gauche. Donc du coup, bah tiens Julien, tu penses quoi de ce joueur? Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir jouer un petit peu? Ouais, rapidement. Après, moi, je suis content. Enfin, j'attends toujours, malgré tout, un arrière gauche, le recrutement d'un vrai arrière gauche. Parce que bon, ce Baker là, c'est vrai qu'il est intéressant. Il reste jeune. Bon, il a très peu joué ou quasiment pas avec l'Ajax en équipe première. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est vrai qu'il a un profil qu'on n'a pas au PSG. C'est quelqu'un, un arrière gauche qui est puissant, qui est très offensif. Moi, il me fait penser un peu au niveau athlétique à Jérémy Mathieu, tu vois. Bon, je sais pas Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, si ouais. on peut faire le parallèle complètement, mais je trouve qu'il a ce côté-là un peu physique où il lâche rien. Et donc moi, je suis curieux de le voir jouer, de le voir progresser avec les pros, sachant qu'il a eu quand même une arrivée digne d'un titulaire en puissance, parce qu'il a eu, notamment sur le site officiel du PSG, toutes les attentions. Donc je sais pas qu'est-ce que Tourelle il veut en faire. Est-ce qu'il veut le mettre dans le grand bain d'entrée de suite parce que effectivement sur le côté gauche, bon, il y a Bernat, je crois qui a satisfait tout le monde la saison précédente.
Kurzawa, moi je suis pour qu'il y ait un départ, mais bon, ça c'est mon avis perso. Mais voilà, après, c'est clair qu'à gauche, il faut du monde, quoi. Donc voilà, j'attends aussi un peu de lui parce que je suis curieux de le voir progresser avec nous. Ouais, c'est tout à fait. Je suis assez d'accord là-dessus. Loïc, t'en penses quoi, toi? J'ai pas grand-chose à dire honnêtement là-dessus, parce que c'est deux joueurs honnêtement que moi je connais sans plus. Hein, j'ai pas vraiment eu l'occasion de les observer. Mais après c'est des jeunes joueurs, donc voilà, j'espère que ça va être de bonnes recrues. Je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, à gauche, on avait besoin encore de quelqu'un. Maintenant, la même interrogation que Julien, est-ce que Tourelle va le lancer tout de suite ou est-ce qu'il va être plutôt pour l'équipe réserve dans un premier temps pour les jeunes? Comme j'ai pu le lire à certains moments, on verra. Mais ça peut être quelque chose de bien, bien sûr. Les Et puis, latérales gauche se font quand même assez rares. oui. De toute façon, le poste des latéraux en Europe, c'est très très compliqué, hein, dans tous les cas. C'est aller chercher, c'est une denrée très très rare, hein. C'est avec le poste de numéro 6, c'est peut-être la denrée la plus rare actuellement. Bon, après, on connaît pas trop son niveau, mais bon, si effectivement Julien parlait de Kurzawa, ça pose aussi indirectement la question de Kurzawa, parce que bon, à un moment, il va falloir faire des choix à ce poste-là. Kurzawa, ça fait plusieurs saisons qu'il est là, sans être méchant, en étant totalement objectif, il a jamais rien prouvé. Après, le pauvre, voilà, il a eu des blessures, c'est pas que de sa faute, mais bon, je pense qu'il est temps de tourner la page, quitte effectivement à mettre un jeune, voilà, dans le grand bain, pourquoi pas, mais bon, ça a posé aussi la question de Kurzawa. Donc, à moins que vous ayez un mot à rajouter là-dessus. Non, moi sur ce Baker, là, je trouve que c'est un pari sur l'avenir un peu, et puis qui coûte pas cher. Donc bon, moi, je dis qu'on aurait été bête de pas tenter ce pari-là, quoi. Ah oui, bah, il arrive. De toute façon, il arrive libre. Bon, il était en fin de contrat C'est ça. avec Donc, l'Ajax. Bah, du coup, on va passer à une autre, la dernière recrue officielle, c'est le gardien Boulka. Alors lui, pour être tout à fait honnête, bon, déjà, qu'il a vu, déjà qu'il connaissait avant qu'on en parle, moi je le connaissais pas, personnellement. non, moi non plus. Non, Non. moi non plus. Hein. Voilà. Non, non. Donc, bon, de toute façon, voilà, je pense qu'il arrive pour faire la rotation des gardiens. Peut-être qu'on peut prendre son cas sous un angle différent, c'est-à-dire s'il vient pour être dans la rotation, c'est euh, à quel grade de la hiérarchie selon vous? Est-ce qu'il va plutôt, dans un premier temps, être numéro 3 ou éventuellement numéro 2? Qu'est-ce que vous en pensez quoi, Loïc? T'en penses quoi? Alors, moi, j'avais cru comprendre qu'il arrivait en tant que numéro 3. Donc, je ne sais pas si les choses vont changer à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on n'a pas encore d'assurance sur les deux premières postes, sur les deux premières places. Hein. Mais j'avais cru comprendre qu'il arrivait en tant que numéro 3. Maintenant, reste à voir comment se décompte la situation par rapport au numéro 1, numéro 2. Est-ce que ce sera Areola Trapp? Est-ce qu'il y a un départ, une arrivée? Tout peut effectivement se décanter encore là-dessus. Ok. Et Julien, t'en penses quoi du coup de ce jeune Ouais, moi gardien? la question des gardiens, c'est un grand sujet parce que je veux dire, moi il me tarde qu'on mette fin à la mascarade un peu de la saison passée Oui. entre le numéro 1 et le numéro 2. Alors là, maintenant, on connaît le numéro 3, mais on ne connaît pas encore le On n'est numéro pas le 1 numéro ni le 1. numéro 2. Non, non, ça y est. Donc, bon, c'est très bien, moi je trouve, parce qu'en plus, c'est un profil lui aussi, il fait 1m96. Enfin, c'est quelqu'un, je crois que ça fait longtemps que. Enfin, je sais pas si à Paris on a eu des gardiens aussi grands. Mais c'est un profil qu'on n'a pas trop connu, je crois. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que justement, on peut voir aussi ce genre de gabarit là. Moi, j'ai souvenir de grands gardiens comme ça en Angleterre notamment. Enfin, grand par Ouais. la taille, hein, pas forcément par le Oui. talent, mais ouais, je trouve ça intéressant. Mais moi, il me tarde de savoir qui jouera en numéro 1 l'année prochaine, quoi. Non, c'est vrai, t'as raison sur son profil, c'est assez intéressant parce que c'est vrai, de mémoire, je me souviens pas de gardien du PSG très très grand. Bon, Areola il est déjà assez grand, hein, Oui, mais, oui, oui. mais c'est vrai que enfin, dans l'histoire du PSG, tu vois, je pense à Alonso, il était pas grand. Euh, Non, Tu vois, Coupé, il était pas grand. Lama, il était pas grand. Donc, Landreau non plus. Landreau était pas grand. Oh la vache, Landreau. Oh, Revaux, On en a eu, franchement, les gardiens du PSG, faudra on en reparlera un jour, on fera peut-être un truc Letizy. là-dessus. Ouais. Les Tizi, mais c'est vrai qu'on a eu quelques Abdoulaye bons gardiens. Aidel. À Poulaïdel, ouais. Ah oui, On a eu quand même le on a eu meilleur pour la fin. sacrée ribambelle de gardiens, disons, médiocres pour certains. Mais du coup, oui, on va clore là-dessus, mais effectivement, tu as raison, Julien. Il serait temps qu'on clarifie. Bon, on va en parler après de ça, Ok. du poste de gardien, parce que je pense que quand on va parler des rumeurs, on va s'y arrêter. Donc voilà, pour clore, à moins que j'en ai oublié, mais je crois pas, pour clore le registre des arrivées,
Il me semble qu'on a fait le tour. On a parlé oui, on a parlé de Sarabia, d'Herrera, des de jeunes et de Diallo en tout début. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant, on va passer au départ acté. Et j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour parler du cas Rabiot. Parce que notre cher Duc s'en est allé, que ça faisait un moment, du coup, pour un petit rappel des faits, qu'il était plus ou moins mis au placard. À tort ou à raison, on va pas débattre de ça maintenant. Mais du coup, il est parti à la Juventus Turin, quand même, en club qu'il en est. Et que du coup, bah, ça fait un peu. Ça clôt un peu un dossier qui était très long et je trouve que c'est pas plus mal. Bon, après, bonne chance à lui à la Juve. Je suis pas du tout sûr qu'il soit titulaire ni qu'il réussisse. Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi un soulagement pour tout le monde de clore enfin ce dossier qui semblait peser depuis de longs mois, une espèce de boulet qu'on se traînait là, entre sa mère bon, qui a encore fait des siennes à peine arrivé à Turin. Je sais pas si vous avez vu les images, mais Oui. c'était terrible, absolument ridicule. Voilà, on se traînait un peu ce dossier-là. Donc Loïc, t'en penses quoi? Est-ce que finalement c'est plus un soulagement qu'autre chose de voir Rabiot partir? Oui, bien sûr, c'est un soulagement. On savait que la situation était à un point mort, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Donc, bien évidemment, il fallait que ça se termine. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin et de dire ce dossier, il aurait dû se terminer plus tôt. Il Ah aurait oui, dû se terminer plus tôt. Tout simplement parce que alors on va en parler après avec Neymar, les histoires de contrat et tout, mais quand un joueur, il arrive à 1 an du terme de son contrat, si à ce moment-là, tu n'arrives pas à le prolonger, tu sais à quoi tu t'exposes. Donc, si tu sais à quoi tu t'exposes, j'ai envie de dire, bah, même si voilà, on peut distribuer les torts à droite à gauche, j'ai envie de dire, ne viens pas te plaindre après. Lorsque l'été dernier, Rabiot, il a 1 an de la fin de son contrat, il n'a pas prolongé, que son agent, sa mère, demande à ce que le joueur puisse partir en transfert, vendons-le à ce moment-là. ouais. Tout Et ce qui s'est puis, passé après, c'est voilà, ça découle de ça. En 2014, ou c'était peut-être avant, je sais plus, on avait déjà eu la première fois le cas avec lui aussi, parce que ça a été une prolongation de dernière minute, et on refait la même erreur avec le même joueur. C'est un gars comme Marco Verratti, ça prolonge chaque saison, même si ça s'est un peu calmé ces derniers temps, avec une revalorisation salariale. On est tranquille, il a à chaque fois 5, 6 ans de contrat. Un mec comme Rabiot, ça n'a jamais été prolongé et ça traîne sur la fin et on s'est fait avoir. Voilà. ouais. Bon, après, on souhaite évidemment bon courage à tous les supporters turinois et toute l'institution turinoise avec la mère Véronique Rabiot, qu'on salue par ailleurs. Mais bon, ça, c'est vrai que c'était un sketch, hein. Franchement, ça a été devenu ridicule, hein, les sorties médiatiques, la manière dont le club était ridicule à côté, à laisser sa mère faire ce qu'elle voulait pendant des mois là. C'était vraiment ridicule. Du coup, t'en penses quoi, Julien? Tu rejoins un peu l'avis de Ouais, Loïc? ouais, complètement. Et puis rapidement, pour moi, moi, c'est bon débarras le clan Rabiot, quoi, tu vois, Ah clairement. ouais, ouais. Parce que moi, je trouve que ça a trop duré, ça a mis des années. Et puis, je trouvais que chaque année, c'était fait comme s'il venait toujours mendier des choses. Fait, tu vois, et je trouve que ça mettait à mal quand même l'image du PSG. Et puis, je remettais un peu en question l'amour aussi qu'il pouvait avoir pour le PSG. Donc, bon, moi, je suis, même si effectivement, on perd de l'argent, parce que je pense qu'en termes de valeur, on aurait pu, il y aurait eu moyen de se faire quelques millions, mais bon, tant pis. Moi, j'ai envie de dire bonne chance à lui, et puis nous, on se débrouillera sans lui, quoi. Ah bah oui, on se débrouille. De toute façon, enfin, on peut parler même on sait que c'est un des joueurs qui a des qualités, ça c'est. La question n'est pas là, sinon il serait pas à ce niveau de toute façon. Mais moi, les derniers matchs que j'ai vus de lui en termes d'investissement étaient quand même pas très loin de la faute professionnelle, hein. Alors, c'est C'est- clair. Hein. Puis c'est- cette nonchalance-là, Oh là là, moi j'ai jamais vu un milieu de terrain courir aussi peu, moi. C'est aussi simple que ça. non, À mais ce c'est pour niveau-là, ça. j'ai jamais vu un milieu de terrain courir aussi peu. Faire des passes latérales, il sait faire, mais alors courir, enfin bref. Donc du coup, C'est oui, c'est je l'un de pense. ses, c'est l'un de ses traits après de caractère, un peu de sa personnalité. Il a toujours eu un peu dégagé un petit peu cette nonchalance, hein. Un peu à l'image de Karim Benzema en équipe de France à un certain moment, hein. C'est ce qui dégage. Ouais, mais tu vois, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais dans des joueurs nonchalants, il y en a eu. Je vais prendre peut-être le nonchalant ultime pour ceux qui connaissent le football argentin. Riquelme était sûrement le joueur le plus nonchalant du monde à un moment.
C'était le numéro 10 par excellence, peut-être un des derniers vrais numéro 10. Riquelme, c'était un joueur nonchalant, mais qui pouvait se permettre d'être nonchalant parce qu'il faisait la différence tout le temps. Oui, c'est Et, ça. et Pastore était un peu dans ce style-là aussi, d'ailleurs. Pastore, tu vois, il y a des moments où tu le voyais, il sort du match, tu vois. Pendant 30 minutes, tu le voyais plus. Mais Rabiot, il joue à un poste, en gros, numéro 8, quoi, de meilleur meilleur, où pour moi, il peut pas se permettre. Il peut pas se permettre d'être nonchalant comme ça. Tu es dans une zone du jeu où si tu cours pas, surtout avec des champions, t'es mort. On l'a vu, hein, d'ailleurs, dans des gros matchs à intensité. Je me rappelle de matchs à Naples et tout. Enfin, la différence avec notre milieu de terrain en termes d'intensité de course, Ah oui. c'était assez incroyable. Donc, du coup, oui, c'est vrai. Il a cette caractéristique-là, mais après, moi, j'attends de voir. Franchement, à la Juve, il va falloir qu'il se bouge, hein, parce que il y a de la concurrence et il y a une exigence qui est, pour moi, supérieure à celle du PSG. Enfin, bon, on verra pour lui. On lui souhaite de réussir quand même. Et puis voilà, on va passer du coup, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur le Carabio, sinon on passe à autre chose. Non, non, je pense qu'on a tout dit. Non, ça va, ça Ok. va. Bon, bah du coup, on va passer à un deuxième départ acté, c'est celui de Dani Alves. Alors, je vais parler de Dani Alves d'abord, parce que j'ai pensé à lui pendant cette Copa, parce qu'il nous a fait son cinéma à un moment, là. C'était assez drôle, euh, sur un coup franc, là, où il a fait le tour des réseaux sociaux avec sa tête, là. Je sais pas si vous avez vu ça. Euh, Ouais, ouais, ouais. c'était assez marrant. Donc, du coup, j'ai pensé à lui, et en fait, je me suis souvenu d'un coup qu'en fait, il avait pu être là. Ça m'était complètement sorti de la tête. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que. C'est très bizarre d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on en parle parce qu'au final, du coup, il était venu un peu comme une figure, à juste titre d'ailleurs, hein, d'expérience. Il a un palmarès long comme le bras, d'expérience, de joueur à caractère et tout. Et finalement, quel bilan vous faites de Dani Alves au PSG? Est-ce que c'est plutôt bon, plutôt moyen? Julien, t'en penses quoi? Ouais, non, moi j'étais clairement déçu par le passage d'Alves à Paris. Et d'autant plus déçu quand tu vois la Copa América qu'il a pu faire. Parce que je trouve que moi, ça me pose question en termes d'investissement, comme on parlait pour Rabiot, mais pour lui, moi aussi, j'en parle parce que je trouve que parfois, enfin, il était méconnaissable, pas du tout d'intensité. Alors, il a l'âge qu'il a, certes, mais voilà, je trouve qu'à la dernière compétition internationale d'Amérique du Sud, bon, on a vu, il s'est donné, il a été un sacré niveau, donc voilà, je comprends pas trop son passage au PSG. Alors, il a amené des choses, hein, je pense, en termes d'investissement, enfin pas d'investissement, mais de comment dire, de professionnalisme peut-être. Mais après, sur le terrain, moi, je trouve que voilà, ça n'a pas été suffisant et c'est pour ça que je suis pas mécontent qu'il soit parti. Ok. Loïc, t'en penses quoi? Je suis pas aussi catégorique que Julien. Je dirais pas qu'il a fait une bonne saison et un bon passage, hein. Mais c'est sûr, c'est mitigé parce que ça a été trop irrégulier. Parfois ça allait, parfois ça allait pas. Dans les gros matchs, à Manchester, il a été énorme. Contre Manchester au retour, il est complètement passé à côté. C'est un avis mitigé. Donc honnêtement, voilà, c'est, c'est mitigé. Après, j'aurais vu que physiquement, il a quand même un peu commencé à avoir certaines lacunes de par son âge, qui est normal. Bah, j'aurais aimé qu'il soit peut-être mieux géré aussi au niveau par Tourelle, au niveau de son placement sur le terrain. Je trouve, voilà, Ouais, ça- ça lui a pas rendu service pour moi. non, non, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis sur son placement. C'est vrai qu'il a été un peu trimballé de partout. Et t'as raison. Ça lui a sans doute pas. Je suis assez d'accord avec ça. Ça lui a sans doute pas rendu service. Après, globalement, bon, ça, c'est un dossier qu'on va voir après. Mais moi, c'est aussi son attitude parfois. Le fait. J'ai l'impression que c'était plus le tonton de Neymar qu'un vrai leader de vestiaire, quoi, aussi. J'ai l'impression que c'était le parrain de Neymar, qu'il arrondissait les angles et tout, pour que Neymar, soi-disant, il se sente bien. Mais j'ai pas l'impression qu'il était vraiment. Je le trouvais pas si leader que ça, moi, sur le terrain. Alves, au-delà de ses qualités, parce que bon, oui, effectivement, footballistiquement, on va dire, assez mitigé, effectivement. Mais bon, l'âge faisant ça, à la limite, on peut le comprendre. Mais moi, c'est vraiment son investissement global et sa capacité à être un leader que je remets vraiment en question pour le coup. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai pas senti beaucoup plus leader que d'autres sur le terrain à dégager un truc. Des fois, je le trouvais même très nerveux pour rien. Je me rappelle de matchs où il pète des câbles pour rien sur l'arbitre. Enfin, bon. Quand t'as Après, cette... Ouais.
c'est quelque chose qu'il avait déclaré, ça, dans les médias. Il a dit qu'il aurait aimé être plus écouté. Donc, quelque part, je pense qu'il a essayé, mais qu'il a senti que, quelque part, le courant ne passait pas. Il l'a dit, ça, il ne se sentait pas assez écouté au niveau, justement, du vestiaire, de tout ça. Ouais. Bah après c'est difficile parce que alors je sais pas si tu te souviens de quand date cette interview, mais j'imagine qu'elle date d'après son départ, du coup. Non, non, c'était juste avant, c'était à la fin de la Juste saison. avant? Juste avant, Ouais. d'accord. Ok, bon, bah, enfin, du coup, c'est intéressant que tu nous dises ça, mais ouais, d'un côté, je comprends ce qu'il dit, mais d'un autre côté, enfin, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il aille au bout du truc et qu'il explique pourquoi il n'était pas écouté, parce qu'a priori, quand tu es un joueur du PSG, quand tu as Daniel Alves dans ton vestiaire, je vois pas pourquoi tu l'écouterais pas, tu vois. Enfin, a priori, un mec comme ça, bon, je crois qu'il a le plus grand palmarès du monde. Ah oui, oui, c'est le joueur qui a le plus de trophées. Ouais. Voilà, c'est les joueurs qui a le plus de 40, je trophées. crois. 40 Donc, trophées. normalement, quand il. Enfin bon, voilà, je pense on est tous d'accord sur le fait que c'est un passage mitigé. Et du coup, à moins que Julien t'aies un dernier mot à dire sur Alves, sinon on va passer au cas Buffon. Non, 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 je pense que j'en ai. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire ouais, sur le Calves. Ok. Bon, bah, du coup, on va passer à un autre passage que je pense mitigé. C'est le cas Buffon. Alors, Buffon, pour rappel, il est arrivé de la Juve. D'ailleurs, il repart. Euh, et du coup, il est arrivé de la Juve dans un profil un peu particulier parce il était à la Juve depuis de très longues années. Il arrive en fin de carrière au PSG. Tout le monde se dit, la plupart de ces gens, y compris moi d'ailleurs, se disaient que c'était une bonne idée à l'époque. Un peu le mentor d'Areola, tout ça, pour le faire grandir, de l'expérience, tout ça. Et puis, il y a eu deux choses. La première, mais ça, je pense que c'est la faute de Tourelle pour le coup. On en a parlé tout à l'heure, c'est la non-hiérarchie entre les deux, parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Et le deuxième, c'est les boulettes qu'il nous a fait, notamment à Manchester. On est obligé de, malheureusement, c'est très très dur de critiquer une légende pareille, mais en même temps, on est obligé de constater les faits. Et les faits, c'est que lui aussi, pas que évidemment, mais lui aussi nous a coûté des matchs très très importants comme celui de Manchester. Donc du coup, enfin, pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez, c'était un plaisir de l'avoir parce que c'est une légende du football, mais j'ai pas l'impression, voilà, j'ai pas l'impression, encore une fois, comme Daniel Alves, j'ai pas l'impression qu'il nous ait fait passer un vrai cap, quoi. Enfin, du coup, Julien, t'en penses quoi là-dessus? Ouais, moi je vais dire que malheureusement, ce qu'on va retenir de lui, c'est son match contre Manchester où ben voilà, sa boulette, elle nous coûte un but hyper important. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça reste un monstre sacré du foot. Bon, mais c'est vrai que moi, j'ai pas compris pourquoi. Je le voyais, comme tu dis, un peu comme un parrain pour Areola. Et puis après, pourquoi pas intégrer tu vois, Hmm. le PSG comme un peu un ambassadeur ou des choses comme Ouais, ça. ouais. Mais c'est vrai que bon, il a été installé enfin, voilà, dans cette rotation des joueurs. Et je pense que ça a amené plus d'incompréhension qu'autre chose. Et ça, au final, ça a aidé personne. Tourelle a reconnu, de toute façon, ça avait été un échec. Hein. Et bon, mais voilà, c'est Buffon qui a participé à ça. Alors, je sais pas si lui aussi a induit le fait qu'il y ait deux numéro 1, on va dire. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est très mitigé. Bon, je pense pas qu'on s'en souviendra longtemps quoi, de ce passage de Buffon au PSG. Bon, au Bah, final, assez anecdotique, on va dire. pas positivement en tout cas. Non, non, Malheureusement, non. je pense qu'on se souviendra longtemps de sa boulette face à Manchester, par Ah contre. oui, mais je pense que on retiendra que ça presque. Donc C'est c'est ça le dommage problème. parce que bon, c'est un monstre. Hein. Ah oui, c'est un monstre, mais bon, le problème c'est que les monstres chez nous, ils arrivent à 38, 40 ans et Bah c'est ça. Ouais, c'est la je fin. crois Donc que. voilà. Du coup, Loïc, qu'est-ce que tu penses du coup du cas Buffon? Moi, sur Buffon, je rejoins totalement Julien là-dessus. Hein. J'ai vraiment pas grand-chose à apporter. Mais moi, quand on parle de Buffon, j'ai envie de dire, j'arrive pas à dissocier cette gestion des gardiens de Tourelle. On parle de Buffon, j'ai envie de parler d'Areola, en fait. Parce que sur Ouais, non, Buffon, mais comme dit, vas-y, tu peux parler d'Areola. Hein. Buffon, voilà, de toute façon, c'était une fin de carrière. J'ai envie de dire, il y a plus grand-chose à dire là-dessus. Alors que Areola, j'aimerais clairement, la direction, Tourelle prenne une décision le concernant, quoi, parce que tu peux pas quelque part t'amuser avec lui comme on le fait depuis 1 an, 2 ans. Au bout d'un moment, voilà, faut prendre une décision. C'est où tu y écoutes, t'as pas le niveau pour Paris, on va prendre quelqu'un d'autre et voilà, toi tu veux être numéro 1, bah, on te transfère ailleurs et ça s'arrête là. Ou alors tu lui dis, bon bah écoute, voilà, t'es notre gardien, on va pas s'amuser à te mettre
un Buffon, un Trapp ou un vrai concurrent dedans, on te met un numéro 2, c'est une doublure, voilà, c'est fais ta saison et on verra après. Mais il Bah, faut le mettre dans les bonnes conditions, dans les bonnes dispositions aussi, parce que tu peux pas lui dire, il n'y a pas de numéro 1, tu es en concurrence avec Trapp, tu es en concurrence avec Buffon, on verra ce qui se passe. Tu peux pas le maintenir comme ça sous pression sur toute une saison et à la fin, tu peux même pas faire de jugement à la fin sur lui. ouais, ouais. On a besoin de lui accorder clairement sa chance. Moi, je suis pas forcément convaincu moi par Areola. Je sais pas s'il va vraiment réussir. Mais tant qu'on lui aura pas donné une vraie chance de faire une saison pleine, on ne saura pas. Donc au bout d'un moment, c'est où tu lui donnes sa chance, ou tu lui dis pars et on prend tout de suite quelqu'un d'autre et on s'arrête là. Bah, du coup, j'invite ceux qui nous écoutent aussi à réagir là-dessus, puisque ça va être la transition va être toute trouvée, mais on va parler des rumeurs mercato, et notamment du poste de gardien. Mais n'hésitez pas à réagir sur le cas d'Areola. Est-ce que vous pensez que, comme Loïc, qu'il faut prendre une vraie décision radicale à son égard, c'est-à-dire, si je résume, soit lui donner les pleins pouvoirs du poste de numéro un, soit s'en séparer et du coup prendre quelqu'un d'autre. Et du coup, la transition est toute trouvée puisqu'on va, maintenant qu'on a bouclé les départs, si je me souviens bien de tout le monde, du coup, on va pouvoir passer un peu au bruit, aux rumeurs de transfert. Et on va commencer, puisqu'on a parlé d'Areola, au poste de gardien de but, puisque c'est un des chantiers depuis quelques années maintenant. Notamment, on a vu les lacunes de Buffon en Ligue des Champions, malheureusement. On a vu aussi celle d'Areola à d'autres moments. Et le problème, c'est que dans les vainqueurs de la Ligue des Champions, les derniers, c'est Liverpool. Il y a Alisson. Alisson, c'est un gardien de classe mondiale et personne ne discute ça. Nous, ça fait des saisons qu'on n'a pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gardien de classe mondiale. Et du coup, sur les bruits de rumeurs, on a longtemps entendu Donnarumma récemment. Donnarumma, donc c'est un très jeune gardien. On parlait de grand gardien aussi par la taille, il est aussi très grand. Alors est-ce que déjà vous pensez que c'est réalisable, que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que c'est le gardien qu'il faut à Paris? Julien, ton avis là-dessus? Ouais, alors moi sur les gardiens, moi je rejoins un peu Loïc quand il disait qu'il faut donner un peu les clés du camion à Areola. Donc moi dans cette hypothèse-là, si tu veux, j'ai du mal à concevoir qu'il y ait un gardien qui arrive au PSG cette saison. Donnarumma, enfin, tu vois, pour moi la plus-value, elle n'est pas assez importante quoi, pour Ah, prendre ce pari-là. bon, on n'est pas Euh, d'accord alors pour le coup. ouais, parce que moi je suis. Ah ouais? Moi, je trouve que soit on prend un grand gardien, comme tu dis, de stature internationale, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, et quand il y en a, c'est très, 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 très cher. Donc, au niveau du fair play financier et tout le reste, ça passera jamais. Moi, j'en ai un peu marre, si tu veux, des paris comme ça. Je pense Donc sur toi des postes tu, clés. Moi, je serais pour soit on laisse Areola être titulaire en puissance et comme disait Loïc, on verra bien on verra bien à la fin de la saison. Ou soit alors on prend un gardien de stature internationale, mais je pense qu'on peut pas le faire, quoi, tout simplement. Et tu penses pas, tu places pas Donnarumma au rang de gardien de stature internationale alors? Non, non. Pour moi, Non? il a rien prouvé encore. Alors effectivement, en termes de potentiel, je dis pas, mais j'ai l'impression que les saisons passent et il explose pas plus que ça, quoi. Donc Ah ouais, bon. non, moi J'ai pas eu cette impression, mais d'accord. Moi ok. non, moi Bon je suis après pas. Enfin, tu vois, j'ai pas assez de certitude sur son niveau ouais, non pour mais penser qu'il est un gardien en puissance du Paris Saint-Germain la saison prochaine. je comprends, mais en même temps c'est un des. Après du coup Loïc tu vas pouvoir en parler de Donnarumma, mais moi je sais pas de ce que j'ai vu, c'est un des. J'ai vu quelques bouts de match, il est vraiment très très solide sur sa ligne, il est imposant et surtout il est très demandé quoi. Donnarumma c'est le gardien du futur. S'il y en a un, c'est lui. Après on peut discuter de son de, voilà, de ses qualités et de ses défauts. Mais Donnarumma, c'est le jour où il va partir de Milan, à mon avis, celui qui l'aura, le club qui l'aura, il sera content. Parce que pour moi, même à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas photo entre notre Donnarumma et Areola. Je prends Donnarumma tous les jours. Il n'y a pas de, il y a aucun souci là-dessus. Bon, après, ça se trouve, je me trompe et si jamais il vient, ce qui est loin d'être fait, ça se passera pas bien peut-être.
Mais moi, à l'heure actuelle, entre les deux, pour moi, il y a déjà un fossé. Hein. Du coup, t'en penses quoi, Loïc de Donnarumma? Bah, moi, personnellement, Donnarumma, c'est clair et net, c'est pas de contrat, hein. Pas deux? J'ai pas entendu. Pas de contrat. Pas de contrat? Ah, d'accord. Moi, je ne le Carrément. prends pas. Ah non, je rejoins Julien. Pour moi, et par rapport à Areola, il a rien prouvé, Donnarumma. Alors, il a gardé les cages du Milan à 16 ans et quelques. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Les gardiens, c'est recherché. Si un grand club, si vraiment il était ce gardien phénoménal, un grand club l'aurait déjà pris. Je pense pas que Donnarumma, il va partir du Milan pour 100 millions d'euros, hein. C'est Non, je Je suis sais pas. pas. Je demande à Il voir. a Hein. du potentiel, bien sûr, hein, ça je crache pas dessus, il a du potentiel. Mais j'ai envie de dire, Areola aussi, il a du potentiel. Ah Alors, ouais, mais pour moi, c'est je suis pas pas déjà la convaincu même. par Areola, hein. Je suis pas convaincu par Areola. Mais Donnarumma, pour moi, ben, comme l'a dit Julien, c'est au niveau de la plus-value. Non, non, non. Ah ouais, bah, écoutez, Il y a pas de plus-value. on est vraiment pas Je d'accord. Pour pense moi, pas. je considère vraiment Donnarumma, c'est déjà une classe au-dessus d'Areola sans problème. Mais après, peut-être qu'aussi mon avis il est biaisé parce que j'ai tellement été dégoûté par des nombreuses bourdes d'Areola que j'ai moins vu Donnarumma. Forcément, tu as les bourdes qui te restent en tête par rapport aux trucs, aux arrêts décisifs, forcément. Mais bon, bah, écoutez, on n'est pas d'accord, tant mieux, parce qu'au moins, voilà, on a des avis différents. Mais Il y a débat. voilà, il y a débat, mais bon, je pense que, en tout cas, je pense que là, on est tous d'accord, c'est que d'aller chercher un gardien de C'est pas la taulier priorité. confirmé, ça va être compliqué. Ça va être Oui, oui, oui. compliqué parce que ça va coûter très cher, et puis en plus, ils vont pas forcément vouloir partir de leur club respectif. Donc, Et juste une précision, oui, oui, je vas-y. vois que Areola, il fait quand même 1m95. Tu vois, je pensais pas qu'il était si grand. Donc en Ah ouais, fait, si, il est grand, Areola. Hein. ouais, je pensais que celui qu'on a pris à Chelsea là, était beaucoup plus grand, mais en fait non. Donc Ah bah, tu fais bien de me le dire. Mais on a un bon, gardien costaud. du coup, on va faire une petite parenthèse, puisque bon, moi, je pense qu'il faut, si on peut aller chercher Donnarumma, clairement, vous pensez, pour résumer, qu'à choisir, il vaut mieux garder Areola et l'installer en titulaire, quoi. Ouais, moi Je, ouais. pour moi c'est Areola numéro 1. Alors Trapp, je sais pas parce il sort aussi d'une grosse saison, donc je sais pas si Tourelle il pourra garder Areola et Trapp parce que je suis Je pas pense sûr pas. que ni l'un ni l'autre veuille être numéro Ah 2. non, ça, je pense qu'il va. Mais bon, alors c'est vrai, bon, mais à choisir, moi je serais pour. Je vais être chauvin, hein, je garderai le Titi parisien, formé au club et en lui donnant toutes ses chances. Quoi. Ouais. Bon, écoutez, donc Loïc, t'es d'accord avec ça, du coup? Ouais, moi c'est très simple, hein. Comme dit, donc je le répète une troisième fois, je suis pas convaincu par Areola, mais je ne veux pas que pour moi le gardien c'est pas prioritaire. Alors je sais que tous les grands clubs ont un grand gardien, c'est prioritaire, c'est important. On l'a vu avec Liverpool, avec la super recrue Alisson et tout, mais je ne veux pas passer une troisième saison sans numéro 6. Ah bah justement. Et pour moi, c'est la Justement. priorité, elle est là. C'est bien, Jamais de la vie, je ne prends c'est bien, un gardien avant un numéro 6. c'est bien, tu me fais mes transitions, c'est gentil. Euh, Du coup, on va parler justement du cas du numéro 6 parce qu'on a parlé de Herrera qui est pas vraiment un numéro 6 en tout cas. Il a d'autres qualités. Et effectivement, alors, c'est un peu le dossier Mercato que Paris se traîne depuis des années à force de faire un peu n'importe quoi à ce sujet. Tout le monde le sait, Thiago Motta n'a jamais été remplacé, que ce soit en termes de qualité de passe ou de qualité de placement défensif, d'importance sur le terrain. Notamment comme un club comme Paris, on a un jeu de possession. Donc, pour un petit rappel des rumeurs, Paris s'est longtemps positionné sur le cas Alan, qui a pendant un temps été très très proche du PSG. Maintenant, il semblerait que la piste se soit refroidie, notamment parce que Leonardo considérerait son prix un peu trop élevé, voire beaucoup trop élevé. Et les dernières rumeurs évoquent un intérêt particulier du PSG et du joueur, euh, enfin un intérêt commun entre les deux parties, hein, du coup, entre le PSG et Gay, le milieu de terrain d'Everton. C'est les dernières rumeurs de ces derniers jours. Du coup, si ça venait à se faire, est-ce que vous pensez que c'est ce type de joueur-là, ce type de numéro 6-là qui nous faut Tiens, bah, Loïc, qu'est-ce que t'en penses? Ah, totalement, totalement. Alors, Alan, effectivement, ça,
ça risque d'être un peu trop cher. Malheureusement, on a quand même le fair play financier et tout. On peut pas, on le sait, on ne pourra pas dépenser des sommes phénoménales. Gay, c'est un peu plus jouable et en plus, c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1. Il a joué à Lille pendant 5 ans. Voilà, il s'est imposé aussi à Everton en Angleterre. Il joue tous les matchs. Il est puissant, il est physique, il est aussi bon techniquement. Non, pour moi, c'est la bonne pioche. Alors, le transfert, on parle d'offres à 30 millions. Cet hiver, on parlait de 40-50. Franchement, on a mis 47, je crois, pour Paredes. Non, allons chercher Gay et n'en parlons plus, tout simplement. Réglons cette affaire rapidement. D'accord. Voilà, réglons cette affaire rapidement. Parce que Donc tu, Thiago Motta, ça commence à dater. Là, c'est donc tu long. considères qu'avec Gay, Paris tiendrait son numéro 6 de renom, de niveau en tout cas. Pardon, j'ai pas compris. Du coup, tu considères que si Paris faisait l'acquisition de Gay, tu considères que on aurait un numéro 6 capable d'évoluer à un très haut niveau, notamment avec des champions du coup. Ouais, ouais, j'ai vraiment de bons espoirs sur Gay. Je pense que D'accord. un milieu avec Gay, Verratti, Herrera, Paredes et peut-être encore un autre. Je pense qu'il y aura encore besoin d'un autre milieu. Ouais, ça le ferait, D'accord. vraiment. Du coup, Julien, tu te positionnes comment là sur le Ouais, dossier Gay? moi, Alan, c'est vrai que j'aime beaucoup ce joueur parce que notamment quand on avait vu contre Naples où il avait vraiment ébloui tout le monde et éteint le milieu parisien sans problème à lui tout seul. Ouais, complètement. Mais effectivement, il est très cher et voilà. Alors, est-ce qu'il faut mettre tous les œufs dans le même panier? C'est pas sûr. Donc, Gay, moi je connaissais un petit peu, je l'ai vu jouer, je me suis penché dessus. C'est vrai que franchement, j'étais assez impressionné par certains de ses matchs. Moi, j'attends de toute façon en numéro 6 du physique, enfin de la densité physique, pas forcément un monstre, mais de la densité physique, de l'impact et du coffre, quoi. Donc, c'est les 3 points que je trouve qu'il nous manque cruellement au milieu. Donc, je trouve que lui, il rassemble un peu ces 3 points. Donc, moi, je suis assez partant pour Gay, notamment pour le prix, parce qu'on parle de 30 millions ou 30 ou 40 millions. Moi, je trouve que c'est. Bon, il a 29 ans, mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce que est-ce qu'on peut toute une saison s'appuyer sur un seul numéro 6, même si les autres peuvent dépanner? Moi, je trouverais bien qu'on puisse peut-être le signer lui et pourquoi pas, c'est Leonardo qui aurait aimé rapatrier Bakayoko en prêt notamment. Moi, je trouverais intéressant d'avoir voilà, Gay et Bakayoko Hmm. pour, tu vois, un peu Ok. avoir la profondeur de banc et je trouverais ça intéressant. Ouais. Bah, du coup, alors c'est bien parce qu'on a ouvert pas mal de trucs là sur Gay. Alors pour donner un peu mon avis, je vais essayer de faire vite parce qu'après il faut qu'on enchaîne. Alors moi, je pense que j'étais comme beaucoup de supporters parisiens. Tu l'as dit, Julien. Alan, pour moi, c'était l'affaire parfaite. Si je peux choisir n'importe quel milieu de terrain du monde à part Busquets, je prends Alan. Moi. Il y a pas de discussion. Ce mec-là est trop intelligent, est trop combatif, est trop technique, il sait tout faire. C'est le numéro 6 parfait. Comme tu l'as dit, il nous a complètement détruit. Ça devait être, je sais plus si c'était à Naples ou au Parc, je sais plus. Mais il nous avait complètement détruit à lui tout seul, Alan. Bon, maintenant qu'on sait que ça risque d'être compliqué, Gay. Alors, t'as parlé de Bakayoko. Gay et Bakayoko, je vais quand même pas les mettre. C'est pas exactement les mêmes profils, mais en fait, j'ai un peu une appréhension. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais être volontairement provocateur, mais est-ce que vous avez pas peur que ça fasse un peu une entre guillemets Krikoviak, c'est-à-dire un bon milieu de terrain défensif dans son rôle dans un club précis, et il arrive à Paris et on voit un fossé technique avec les autres. C'est ce qu'on avait avec Krikoviak. Et là, pour l'instant, je parle que de Gay. Pour moi, Bakayoko, c'est clair que pour moi, c'est pas une bonne idée du tout. Et pour rester sur le cas de Gay, vous avez pas cette appréhension-là de penser que, voilà, il risque d'y avoir un fossé technique. Bah, du coup, Julien, parce que t'en parlais. Oui, après, bon, t'as toujours. C'est difficile d'être plein de certitude, mais moi, je crois que le pari se tente parce que à Everton, quand même, ça reste un titulaire indiscutable qui, notamment quand il était absent, faisait vraiment défaut dans cette équipe d'Everton. Donc, moi, je tenterai le coup quand même avec effectivement ce risque au niveau technique.
Mais je pense qu'il peut compenser quand même par ce coffre qu'il a et ce physique. Mais après, oui, c'est vrai qu'à côté de Verratti, c'est sûr que tu peux faire tâche. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Mota, où c'était super, c'est qu'il y avait une entente parfaite Voilà, techniquement entre exactement. Verratti et Mota. L'un, Exactement. il se trouvait les yeux fermés, donc effectivement, mais ça, je suis pas sûr qu'on le retrouve un jour, quoi. Non, non, c'est compliqué, mais du coup, ouais, Loïc, tu penses pareil que malgré. Après, je dis pas que Gay est pauvre techniquement, hein, mais je me dis que quand je vois les autres milieux de terrain en Europe, j'ai l'impression quand même que les numéros 6 sont plus techniques que Gay, tu vois, vraiment, quoi. Ah, peut-être. Peut-être qu'il y a plus de technique dans les autres numéros 6 d'Europe, mais non, honnêtement, j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Autant je rejoins ton avis pour Bakayoko, je suis vraiment pas convaincu. Pour moi, il a fait une super saison à Monaco, mais il était en sur-régime, j'ai envie de dire. Parce Ouais, je suis qu'après, d'accord. ça n'a pas été trop ça non plus. Et on peut même citer Kondogbia l'année d'avant, qui fait un peu le même, reproduit le même schéma. Complètement. Complètement. Mais non, Guy, honnêtement, j'ai pas cette incertitude-là sur lui. Je le sens vraiment bien. Ok. Est-ce qu'il y a une rumeur dont vous voulez parler, que vous voulez mettre sur la table, qui vous intéresse particulièrement, un truc que vous avez entendu ces derniers jours? Ah, retour de Matuidi, au milieu, Ah, ça bon, ferait pas de mal. on peut parler du retour de Matuidi. Alors ça, c'est un truc que j'ai lu qui divise pas mal, ça. C'est assez Guy intéressant. plus Matuidi au milieu avec Herrera, Paredes, Verratti. Ouais. Le problème, c'est que si On est équipé. si tu me mets Gay Matuidi déjà au milieu, techniquement, ça va être compliqué quand même. Enfin, Ouais, tu c'est- descends de niveau. tu descends d'un niveau quand même, hein. Après, je sais bien, c'est des guerriers et tout. Mais après, moi, Matuidi, on peut parler de Matuidi. S'il revient, après, moi, c'est l'idée des retours, ça m'a jamais séduit, moi. Personnellement, je trouve que l'idée des mecs qui partent et qui reviennent 2 ans, 3 ans après, je sais pas. C'est un truc que j'y crois pas. Après, on sait que Matuidi, par contre, il n'y aura jamais rien à lui reprocher sur l'amour du club, sur l'investissement. Il nous a mis des buts contre Marseille super importants, où je le remercie encore, où il met un enroulé pied droit. Enfin, Ouais. à partir du moment où lui met ça, on a compris que c'était son jour, quoi. Mais évidemment, Matuidi, moi, c'est la famille, hein, il n'y a rien à dire. Mais je sais pas. Je suis assez sceptique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas convaincu. Ouais, alors pour moi, tout dépend un peu du prix aussi. Parce que je veux dire, on parle de 15 millions. Bon, il a 32 ans. Alors moi aussi, j'ai adoré Matuidi quand il jouait à Paris. Voilà, un mec valeureux, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est des mecs qui se fondent dans le collectif, qui donnent tout. Mais voilà, il a 32 ans, après 15 millions. Enfin, je me dis, moi je serais d'accord, mais pas dans n'importe quelle condition, quoi. Ouais, ok. Et Loïc, du coup, tu serais plutôt pour toi? Oui, moi ça me va. Matuidi, j'achète facile. Ouais, Ouais, non, mais c'est vrai que. ouais, 15 millions, j'achète facile, Matuidi. On Ah, a tellement eu un déficit cette année ou l'année dernière au milieu de terrain qu'honnêtement, je n'ai pas envie de faire la fine bouche, hein. Moi, comme j'ai dit, hein, on a les trois actuels. On rajoute Gay, Matuidi. Je suis aux anges, j'ai envie de dire. ok. Bon, je pense qu'on va clore ce chapitre humeur avec une dernière. Parce qu'on parlait du milieu de terrain, décidément, c'est un peu le chantier à ce niveau-là, mais en même temps, c'est comme ça. Du coup, je voulais parler de Milinkovic-Savic. Parce que, à mon sens, ce serait peut-être. Autant j'ai été sceptique sur d'autres dossiers, autant je pense que, après, c'est évidemment pas à n'importe quel prix. Il faudrait pas recommencer à être des pigeons. Mais moi qui suis pas mal la Serie A, Milinkovic-Savic, c'est quand même un sacré joueur. C'est un milieu de terrain vraiment hyper complet. Pour le coup, lui, techniquement, il n'y a aucun problème. Il est aussi physique, il est grand. Et en plus, je pense que c'est le moment pour lui de partir de la Lazio. Après, ça a l'air d'être un dossier compliqué, mais moi, sur le principe, voilà, un milieu de terrain, par exemple, je sais pas, moi, disons Gay, s'il vient, Verratti, Milinkovic-Savic, ça, je prends sans aucun souci. Vraiment, je pense qu'il faut aller chercher ce type de joueur-là, parce on a besoin de 6, mais on a aussi besoin de joueurs à côté de Verratti, si jamais on joue à 3 milieux de terrain, ce qui n'est pas sûr. Un mec fort à côté de lui, capable aussi déjà de frapper de loin, parce que Verratti, il frappe jamais de loin, ou alors une fois tous les 100 ans. Et du coup, Milinkovic-Savic, je sais pas si vous avez pu le voir jouer, mais il a une sacrée frappe de balle.
et il met des super buts de loin. Donc, bah tiens, Loïc, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il faut aller chercher ce joueur-là? Oh, ouais, ça serait pas mal, mais j'ai peur que là, on se rapproche un petit peu trop du prix d'Alan, tout simplement. Et j'ai envie de dire, si on se rapproche trop du prix d'Alan, bah, prenons Alan. Ah, c'est pas le même profil après, hein. Et... Non, mais c'est pour jouer au niveau du numéro 6. Ah, Tu l'as dit toi-même avant. Ouais. Milinkovic, je pense que je serais plus pour jouer. Milinkovic, c'est pas un 6 hein, pour le coup. Milinkovic, c'est vraiment un relayeur et il joue assez haut sur le terrain. Tu vois, ce serait un rôle, je sais pas, ce serait je sais pas il aurait la position d'un 8 dans un 4-3-3 si tu veux. Je pense pas qu'on aura les ressources financières pour le chercher. En plus d'un Ouais, 6. ça, effectivement, C'est c'est une bonne recrue, hein, bien sûr, et c'est effectivement, on a vu les rumeurs et tout. Mais non, ça va être compliqué. t'y crois pas trop, quoi. Non, T'y crois pas trop. non, non. Et donc, Julien, est-ce que tu crois, et au-delà d'y croire, est-ce que tu penses qu'il faut mettre le paquet sur ce joueur-là? Ben, moi, j'ai des doutes parce que il est à la Lazio depuis 2015. On en entend parler, mais je vois aucun cadre quand même européen qui est prêt à mettre 100 millions dessus. Donc c'est ça, moi, qui me fait un peu douter. Tu vois, alors je remets pas en question ses qualités, hein, mais Non, c'est vrai. je trouve étonnant qu'il n'y ait pas un grand club, tu vois, Liverpool, Barça, qui s'en détourne complètement, alors que 100 millions pour un joueur à ce poste-là en plus, bon, on pourrait le comprendre, hein. Ça choquerait pas. Mais donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique quand même. Et puis, deuxièmement, enfin, moi je dis, voilà, en termes de ressources financières, on va en parler tout à l'heure, mais tout dépendra si Neymar il part ou pas, parce que mettre 100 millions sur un joueur comme ça, bon, Hmm. je pense pas qu'actuellement on puisse le faire, quoi. Et Donc moi j'y ben, crois pas, non. du coup, la transition est toute trouvée, puisqu'on a déjà passé 1 heure sur le mercato. Je pense qu'il est temps, à moins que vous ayez encore un mot à dire, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Enfin, moi j'aurais aimé Et- qu'on parle peut-être des arrières droits, parce que, bon, Ah bah effectivement, vas-y, on peut prendre 2 minutes. non, moi, c'est fait partie des postes aussi que je trouve importants, un arrière droit, voilà, avec qui on va jouer l'année prochaine, quoi. Donc, alors il y a Meunier, j'ai l'impression que Meunier il revient dans la course. Moi, Meunier, j'ai pu vraiment l'apprécier aussi, mais bon, j'en attends plus parce que je le trouve très irrégulier. Puis il a fait vraiment des matchs catastrophiques parfois. Et puis derrière, il y a qui, quoi. Donc il y a le jeune Dagba qui est plein, qui est aussi fort potentiel, mais bon, je pense qu'il est un peu juste encore. Et après, il y a Kerrer qui peut dépanner à droite, mais voilà. Est-ce qu'on peut figurer à une bonne place en Coupe d'Europe avec voilà, ces joueurs-là, quoi. Moi, c'est le gros point d'interrogation, quoi. Ouais, alors effectivement, tu as complètement raison d'aborder ce point-là. C'est vrai que ça pose un gros souci parce que, bon, en tout cas, on a appris là récemment que la prolongation de Meunier était plutôt en bonne voie, alors que apparemment, c'était pas l'idée de base, hein. Meunier était plutôt parti pour partir justement de ce qu'on savait. Là, il y aurait eu un revirement. Meunier aurait reçu une prolongation, en tout cas, la prolongation serait dans les tuyaux. Et donc ça ferait un arrière droit de métier pour l'année prochaine, mais effectivement, on est très court et enfin globalement, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on dit que le milieu de terrain c'est important, mais ça fait des années que nos latéraux, c'est quand même pas la joie, quoi, hein. C'est clair. C'est vraiment pas la joie du tout. On n'est pas au niveau Ah ouais, ouais, à ces postes-là, hein, ça c'est clair. Après c'est plus compliqué à ces postes-là qu'au milieu. tu veux dire d'en trouver des bons? Oui, Ouais, Non, c'est sûr. ouais. Ouais. ouais, c'est compliqué. Bah surtout C'est que là, compliqué, ouais. bon, en gros, c'est tellement rare, soit t'achètes des joueurs, genre, bon, lui, il viendra pas, mais soit t'achètes des joueurs comme Cancelo ou des trucs comme ça, des gros latéraux droits internationaux confirmés déjà, expérience et tout, soit tu fais des paris comme backer à gauche, tu vois. C'est un peu Ouais, compliqué, c'est ça. effectivement. Donc oui, effectivement, je sais pas si vous avez des idées de joueurs qui pourraient éventuellement, voilà, qu'on pourrait aller chercher, se positionner dessus. Moi, j'en ai pas trop, j'avoue, là, arrière droit. Ouais. Ouais, il y a celui du Bon, Barça, là, peut-être, mais je sais pas s'il est très bon. Semedo? C'est Medo, ouais, bon, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il fera partie du deal avec Neymar? Je sais pas, point d'interrogation. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, Semedo, moi, j'aime bien, moi, Semedo, mais enfin, ouais. Du coup, c'est vrai que
les chantiers pour conclure ce chapitre mercato rumeur. Les chantiers qui restent à venir pour le PSG, c'est indéniablement du coup le poste d'arrière droit, le poste de numéro 6, c'est sûrement les deux plus grands, et éventuellement, selon comment on se positionne, le poste de gardien. Donc du coup, je pense que... Tu as dit quoi? Je pense pas qu'on va avoir droit à une recrue au poste de latéral droit. Hein, alors, la question que Julien se pose au terme de niveau est légitime, mais sur le papier, on a 3 joueurs, donc avec les Meunier, Dagba et Kerrer, je pense que ça va s'arrêter là. Ah ouais, mais Oui, oui, il y a en de termes fortes de chances. niveau, quand même, c'est léger. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça. Moi Meunier, je l'ai adoré sa première saison, mais je suis complètement d'accord avec Julien, il est trop irrégulier. Dagba, il a l'air plein de promesses, mais bon, il a joué en Ligue 1, quoi, faut aussi se calmer. Et Kerrer, c'est pas du tout un arrière droit, non mais jamais. Il a été là pour dépanner, mais on peut pas. Enfin, pour moi, on doit vraiment au moins aller chercher un bon remplaçant arrière droit, pas une star, mais au moins. De, de ce Voilà, que j'ai pu lire, il me semble que le staff comptait vraiment plus utiliser Kerrer maintenant comme un arrière droit qu'un central. Hein. quoi. Oui, 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 ça Alors, je aussi, sais j'ai pas vu ça, si ouais. c'est. Ouais, ouais, mais Voilà. si tu le penses, c'est une chose, mais enfin, pour moi, ce serait une erreur de faire ça. Mais bon. Ou alors, t'as Attal à Nice qui est bon, tu vois. Moi, je tenterais un jeune comme ça, mais un peu C'est une plus bonne idée, confirmé ça. Atal, c'est que une bonne idée. Dagba, mais je le tenterai, quoi, parce qu'il a fait une grosse saison quand même. Atal, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Bon, bah écoutez, on va clore définitivement ce chapitre Mercato, parce on a déjà beaucoup parlé. Et même si on va ouvrir un autre chapitre lié au Mercato, on va ouvrir le dossier brûlant de l'actualité parisienne depuis un long moment déjà. C'est le dossier Neymar. Alors du coup, pour parler de Neymar, on va faire un petit rappel des faits. Neymar s'est reblessé cette année, encore dans un moment très important. Et du coup, il s'en est suivi, si on en croit différentes sources, un espèce de spleen de sa part où voilà, il se voyait plus clairement, il se voyait plus continuer au PSG. Là, on a appris, bon là, on va pas débattre là-dessus, c'est pas du tout la question, mais on a appris ses déboires judiciaires. On a appris que lui était très actif sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur les réseaux sociaux que pour être de retour alors à l'entraînement, puisqu'il était attendu le 8 juillet par Leonardo, nouveau directeur sportif, pardon, et que soi-disant il aurait négocié un deal avec Enrique pour arriver le 15, sauf que du coup Leonardo, lui, il attendait le 8, du coup il y a déjà eu un imbroglio là-dessus. Autre chose, c'est qu'on a appris récemment, enfin on a plutôt entendu et vu ces frasques sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo où il posait avec un maillot du Barça, et un autre moment où, quand on lui posait la question de son meilleur souvenir, il évoquait la remontada pour le Barça comme son meilleur souvenir. Donc évidemment, ça a fait un tollé voilà, dans l'actualité parisienne, à juste titre à mon avis. Et Neymar est revenu aujourd'hui officiellement à Paris. Donc je vais poser une question très simple, que j'espère simple pour commencer. Est-ce que vous, tous les deux, vous souhaitez voir Neymar continuer à Paris? Et pourquoi? Et ou pas? Et pourquoi? Du coup, Loïc, bah vas-y, commence. Alors, moi, j'aimerais que Neymar continue. J'aimerais le voir rester. J'émets des doutes, mais les doutes, j'y reviens après. J'aimerais voir le rester tout simplement parce que voilà, Neymar, c'est Neymar. Alors, il n'a pas encore, très clairement, hein, il est encore loin de la carrière qu'on aurait pu lui prédire d'avoir. Il est très loin de Messi, Ronaldo. Voilà, c'est pas ce joueur-là, mais on a très clairement on voit sur le terrain quand Neymar est là, quand Neymar n'est pas là. Il y a un PSG avec Neymar, il y a un PSG sans Neymar. Le, le talent Neymar, il l'a, c'est indéniable. Sur le terrain, il le montre. Et je pense vraiment que c'est un joueur, il fait partie de ces joueurs spéciaux. On a vraiment besoin de lui. Mais je pèse bien mes mots, je dis bien on a besoin de lui. Donc, pour avoir besoin de lui, ça veut dire qu'il doit être là, il doit être sur le terrain. Le doute que j'ai, c'est pas forcément sur son investissement ou son état d'esprit.
c'est un grand professionnel. Je pense qu'il est bien entouré aussi. S'il veut parvenir à ses objectifs personnels, il a conscience de ce qu'il doit faire. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est son état physique. Parce que quand on se blesse aussi régulièrement sur une zone aussi précise, tu peux t'appeler Neymar Ouais, le métatarse pour le coup. ou Jean-Michel. Tu peux pas tu peux pas te racheter ça. Hein. Quand le tendon il s'étire, ça se remet jamais vraiment en place. Et donc voilà, moi le risque que j'ai, il est là. Et j'aimerais pas être qu'on soit le dindon de la farce et que dans 4 mois, Neymar se reblesse à ce niveau-là, ou pire encore, se fait les croisés du genou et qu'on se dise, bah voilà, on a vraiment tout perdu avec lui, quoi. D'accord. Donc si je résume, t'aimerais le voir rester, mais t'as des doutes sur ses capacités à rester en forme physiquement, quoi. C'est ça. D'accord. Bah, du coup, bah, je vais donner la parole à Julien qui, de ce que j'ai compris, a un avis un peu différent sur le cas Neymar. Ouais, moi je suis. Alors je vais essayer de pas être trop catégorique, mais Ah bah moi ça a si, tu peux été. dire ce que tu penses, hein. Le but c'est ça, le but c'est de dire ce qu'on pense. Ouais, je comprends bien, mais c'est que je mette un peu les formes parce que c'est vrai que moi je suis un peu révolté quoi, par son comportement. Et là, pareil, moi j'ai envie que cette mascarade elle s'arrête parce que c'est un peu du foutage de gueule, quoi, clairement. Moi, je crois il s'est jamais posé à Paris. Alors, il est venu parce que je sais pas, il pensait qu'il allait tout révolutionner ou je sais pas. J'ai du mal à comprendre en fait ce qui l'a motivé au-delà de l'argent. Bon, parce que effectivement, il a quand même un contrat en or. Mais voilà, moi je suis très déçu et j'en viens à me dire que ben, il atteindra jamais le niveau d'un Messi ou d'un Ronaldo avec un tempérament comme ça. Parce que moi je trouve qu'il est très mal entouré. Enfin, il y a des choses que je comprends pas. Et je trouve que voilà, ce joueur de classe mondiale, ben, pour moi, il n'a pas été classe du tout. Et moi, j'en viens à dire que ben, moi, il me tarde même qu'il parte parce que et qu'on puisse alors récupérer une grosse somme d'argent. Pourquoi pas 2 ou 3 joueurs? Parce que là, on parle de 2 joueurs. En retour, on va dire. Mais parce que sinon, plus le mercato va passer, plus on va se dire il va partir, il va pas partir, et on va être dans un entre-deux comme ça qui va nous empêcher d'investir. Quand on parlait tout à l'heure du milieu de la Lazio, par exemple, je veux dire, il faut qu'on ait des certitudes. Donc moi, je suis pour qu'il parte, qu'on tourne la page Neymar. Alors effectivement, avec beaucoup de regrets, parce qu'effectivement, il a pu éclairer le jeu de façon intermittente, mais effectivement, je pense que on n'a jamais vu à Paris un joueur de cette trempe-là. Mais moi j'en ai marre et puis voilà, j'ai envie que les choses soient claires. Si tu veux rester, tu es pro Paris, tu t'investis à fond et tu regardes pas ailleurs quoi. Donc et lui c'est pas le cas, donc voilà, pareil. Ciao Neymar. Ok, bah c'est bien, on a deux avis tranchés. Alors du coup, je vais reposer une question, Loïc. Le Ouais. fait, ces dernières déclarations là, ça t'a pas dérangé le côté mon meilleur souvenir, la remontada, tout ça, ça Ah, t'a... ça dérange toujours un peu, mais je veux dire, pour moi, après, ça fait partie du jeu des médias et honnêtement, alors je sais que je vais pas me faire que des amis, mais j'ai envie de dire, faut passer au-dessus de ça. Je veux dire, même si c'est peut-être pas politiquement correct, tu peux pas lui imposer de mentir. Ça me semble logique que son meilleur souvenir de footballeur, ça soit cet événement-là. Alors, Ouais, bien sûr, mais c'est politiquement correct, c'est pas, voilà, par rapport au PSG, par rapport aux supporters, voilà, il va pas se faire que des amis. Moi aussi, je me fais pas que des amis en disant ça, mais ça me choque pas que ce soit son meilleur souvenir. C'est, ah bah, moi moi ça me choque pas qu'ils le pensent, ça me choque qu'ils le disent. C'est pas, c'est à la limite qu'il le pense, il peut bien penser ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois. Puis c'est Mais qu'au moi vu je de suis la assez, situation, tu dis ah rien oui, quoi. enfin, Tu moi t'abstiens quoi. je suis assez d'accord avec Julien. Franchement, je suis complètement d'accord avec ta formule. C'est un joueur de classe mondiale sans classe. Ce mec-là, faut être très clair. Il manque de respect au PSG depuis trop longtemps. On sait très bien ce qui s'est passé, les passes droits qu'il a eu, les trucs qu'il a eu dans le vestiaire. Je suis désolé, ça peut paraître anecdotique, je sais bien, mais la fois où il prend le penalty à Cavani, alors que Cavani est censé devenir le meilleur buteur de l'histoire, c'est symbolique. C'est pas, en soi, c'est pas très grave, mais ça montre que ce joueur-là a beau avoir la classe dans les pieds, il l'a pas dans la tête. C'est-à-dire je pense qu'il n'a pas le comportement adéquat. La preuve, c'est que regardez comment il est parti de Barcelone.
on était content parce qu'on l'a récupéré, mais il est quand même parti de Barcelone. Enfin, ça s'est mal terminé. Hein. Et donc, du coup, là, en plus, il voudrait repartir et tout. Enfin, moi, en fait, moi, je suis d'accord complètement avec Julien à 100%. J'ai juste envie d'un truc, c'est que ça s'arrête. Paris, on existait avant Neymar. On a fait des trucs bien avant Neymar. Et depuis qu'on a Neymar, alors blessé, pas blessé, oui, c'est vrai, il est souvent blessé, mais en même temps, il faudrait peut-être s'interroger sur son hygiène de vie, parce que tu ne te blesses pas tout le temps comme ça, tous les ans, c'est pas normal. Hein. Et puis en plus. Oui, et puis quand tu te blesses, que tu pars au Brésil te faire soigner, je veux dire, ça pose question. Voilà, exactement. Non, mais évidemment. Ça, tu le vois nulle part ailleurs, tu le vois qu'à Paris. Alors, mais je oui, veux dire, moi, ça me fatigue. Et c'est pas digne. Il faut aussi que nous, on puisse imposer l'institution et les choix de l'institution à n'importe qui. Et si tu n'es pas en capacité de les entendre, ces règles-là, eh bien, tu t'en vas. Voilà. Aussi bon que tu sois. Bon, alors c'est sûr, malheureusement, pour le spectacle, pour tout ça, pour le marketing, bon, mais tant pis. Mais moi, je dis, voilà, ce qui prime, c'est le PSG, c'est l'institution. Et point de barre. Je rebondis par rapport à ce que vous dites. Du coup, quelqu'un comme Ibrahimovic, qui a eu aussi quelques déclarations tapageuses, qui a eu aussi des passes droits, vous avez le même avis là-dessus? Quel avis? C'est-à-dire vous que. Faites Parce qu'on ne peut pas y avoir un poids de mesure. On peut comparer Ibrahimovic et Neymar on au peut niveau comparer. des déclarations des passes droits. Oui, alors on peut comparer pas tout à fait quand même, parce que Ibrahimovic, moi j'ai pas souvenir qu'il allait se faire soigner. Déjà, Ibrahimovic était quasiment jamais blessé, déjà. Ouais, ça c'est clair. Ibrahimovic, la différence c'est qu'Ibrahimovic c'était une grande gueule, mais il assumait. C'est ça la différence. C'est qu'Ibrahimovic, il y a des trucs qu'on peut lui reprocher, et moi je suis loin d'être son. Je préfère largement un Cavani à Ibrahimovic, mais sans aucun problème. Il y a plein de trucs à lui reprocher, je suis loin d'être son plus grand fan. Et la différence entre Ibrahimovic et Neymar, c'est que de 1, Ibrahimovic il tirait les autres vers le haut. Je suis pas sûr que Neymar tire les autres vers le haut. C'est un joueur fabuleux, plus fort qu'Ibrahimovic, mais je suis pas sûr qu'il tire les autres vers le haut. De 1. Et de 2, Ibrahimovic, c'est un provocateur, c'est une grande gueule. Mais Neymar, il fait ça en loose day en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il fait ça derrière 4 murs, lui il tire les rideaux, tu vois. Et il fait ça un peu, il fait ça où il envoie son père, il envoie son clan et tout. Donc si tu veux, pour moi, même si je comprends ce que tu veux dire sur le fond, pour moi, c'est pas de cas comparable parce que déjà, Ibrahimovic, globalement, même s'il nous a, comment dire, même s'il nous a un peu craché dessus, il a eu entre guillemets l'élégance de le faire quand même après, déjà. Et beaucoup moins pendant que Neymar. Et non, je pense que, enfin, pour moi, c'est pas de cas vraiment comparables. Même si je comprends ce que tu veux dire, pour moi, c'est pas de cas comparables. Ouais, et puis pour ajouter, Ibrahimovic, c'est un personnage, quoi. Je veux dire, on le connaît, il a toujours été comme ça, et puis à Paris, il a été comme il a toujours été. Donc moi non plus, je compare pas, même si je comprends la question de Loïc, mais moi, Ibrahimovic, moi je suis un fervent défenseur d'Ibrahimovic. Je trouve qu'il a apporté énormément. Et puis comme tu dis, il a entraîné avec lui toute une équipe. Moi, j'ai pas l'impression que Neymar, il ait ce côté-là, et j'ai l'impression que bien au contraire, il est clivant. C'est-à-dire que tu sais, on parlait de Dani Alves, tous les deux, ils étaient copains, les Brésiliens, mais les autres, quoi, point d'interrogation. Donc, bon, moi, je suis. Non, moi, je suis. Voilà, je suis assez d'accord. Après, pour aller dans le sens de Loïc, et que je pense qu'il y a quand même des supporters qui disent pareil, c'est clairement le joueur le plus talentueux en termes de talent pur qu'on ait eu depuis très longtemps, et peut-être même de toute l'histoire du PSG. Ça, on va pas lancer un débat là-dessus, mais en termes de talent pur, si on prend juste le talent, c'est sûrement un des plus talentueux, voire le plus talentueux. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'on le garde, parce qu'en soi, c'est compliqué de se passer d'un joueur comme ça. Après, mais ouais, vas-y. J'ai mis une petite parenthèse là-dessus. En cas d'offre, intéressante, je le vends Neymar, personnellement. Ah bah oui, d'accord. Si je souhaite, j'ai les craintes physiques, je souhaite le conserver, mais si demain Barcelone met 300 millions, là mes doutes sur son physique prennent le dessus et je le vends à 300 millions. Ah d'accord. Oui, ah, mais les 300 millions, tu les auras jamais. Ouais, clairement. Non, je pense pas non plus. Mais c'est bien que tu le précises parce que du coup, c'est plutôt. En gros, tu préférerais le garder parce que tu sais qu'il y aura pas d'offre suffisante en fait, c'est ça. Plutôt. C'est plutôt ça, d'accord. Ouais. Ok. Et bon, écoute, ça a l'avantage d'être clair. Et puis
Mais je pense qu'il peut. On a dit, il amène pas le groupe vers le haut comme un Ibrahimovic. Alors, je suis d'accord avec tous vos arguments et il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit par rapport à sa classe, son attitude ou même son entourage et tout. Oui, on force est de le reconnaître. Mais encore une fois, tant qu'il n'aura pas fait une saison pleine à Paris, qu'il n'aura pas été là en février et mars, on ne pourra pas vraiment savoir s'il tire le groupe vers le haut ou pas. C'est vraiment à ce moment-là qu'on pourra le juger. Alors, il n'est pas là, quelque part c'est un peu de sa faute aussi, je suis d'accord, mais on pourra vraiment le juger qu'à ce moment-là. Là, il est là 6 mois, il n'est pas là 6 mois, c'est facile aussi de taper sur les absents, j'ai envie de dire. Oui, mais tu peux pas. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Loïc, mais un mec avec un tel revenu, avec comment dire, c'est un joueur clé. Un joueur clé, tu peux pas être sur courant alternatif, quoi. C'est pas possible dans une équipe. Donc c'est pour ça que moi, il peut pas. Si physiquement, bon, déjà d'une, il y est pas, et au niveau de l'investissement, il y est pas. Enfin, pour moi, tu vois, la réponse, elle est toute faite, quoi. C'est pas possible. Il y a trop d'investissement sur lui pour qu'il soit là la moitié de la saison, quoi. Ouais, Ouais, bien sûr, bien sûr. je suis d'accord avec ça. Puis au-delà du terrain, même si c'est vrai que ton argument est plutôt convaincant, Loïc, sur le fait qu'effectivement, on pourra le juger sur ses qualités et sur ce qu'il apporte au PSG sur le terrain que quand il aura fait une saison complète. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le terrain. Enfin, tu te rends compte que ça fait des mois là que toute l'actu du PSG est autour de Neymar, et même ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire un débat autour de Neymar. Le mec, Ouais. il revient en retard. Il fait des vidéos où il dit que la remontada. Alors, on peut en discuter, on en a discuté d'ailleurs. Mais tu vois, ça fait. En fait, l'environnement, il n'est pas sain. C'est ça le problème. Oui, bien sûr, mais c'est tout un contexte. Donc, il est pas forcément heureux à Paris, il a des envies de départ. D'autres avant lui, qui sont encore aujourd'hui à Paris, sont passés par là et sont aujourd'hui toujours au club et toujours adulés. Je pense à Verratti, C'est par exemple. arrivé, par exemple, c'est arrivé à d'autres, c'est quelque chose d'humain, on peut pas lui en vouloir. Si après la personne vraiment, pour X ou Y raison, ne se sent pas bien, n'est pas forcément heureuse, j'ai envie de dire, on peut pas lui en vouloir, ça c'est le côté humain. Après, bien sûr que lui-même doit faire des efforts, doit se mettre au diapason, doit ci, doit ça. Je ne remets pas ça en cause. Mais voilà, il y a le côté humain à prendre en compte. Et après, il y a tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a un contexte. Mentalement, il est quand même atteint. Il n'a pas voulu se faire blesser 2 fois, il est venu à Paris pour gagner le Ballon d'Or, pour gagner la Ligue des Champions. Forcément, tu sors de 2 saisons où tu t'arrêtes au mois de février. Même lui, mentalement, psychologiquement, forcément, il est atteint, il est un peu démuni. C'est Oui, sans doute, des sans coups doute. durs, quoi. Sans doute. Sans doute. Mais ouais. Je sais pas, Julien, tu veux rajouter un truc? Non, je reste sur ma position, même si j'entends, mais je veux dire, moi, toutes ces blessures, elles sont pas anodines. Il faut aussi voir derrière toute la préparation, comment ça a été géré. Enfin, pour moi, il n'est pas innocent dans tout ça. Je veux Ouais. dire, c'est pas. Un Ibrahimovic, il s'est jamais pété, mais il avait une hygiène de vie aussi irréprochable. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et moi, un joueur avec qui nous coûte autant, je veux dire, on peut pas se permettre, quoi. C'est pas possible. Parce que Non. tout le jeu, il tourne autour de lui, donc tu peux pas te permettre d'un mec qui est là la moitié de l'année, quoi. C'est pas possible, ça. Surtout au-delà du fait de ce que nous, respectivement, on aimerait voir, je pense qu'on peut se poser la question sur ce qui va concrètement se passer. Parce que vouloir que nous le voir partir, ou tu vois, que Loïc veuille plutôt le voir rester, à moins qu'il y ait une offre mirobolante, moi je pense que, enfin, vu comment, je sais pas ce que vous en pensez, mais vu la tournure qui est en train de prendre, je pense, et que c'est une bonne chose, la direction parisienne. À mon avis, il n'y aura pas trop de concessions là maintenant, hein. Ouais. Puis moi, j'ai envie de dire que. Alors, je sais pas s'il va partir, mais moi, je suis sûr qu'il ne peut pas rester. Tu vois, c'est un peu le. Parce que je vois pas comment il peut rester avec tout ça. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, exactement. Et alors, effectivement, il va partir dans quelles conditions et tout, mais moi, je ne le vois pas rester. Pour moi, c'est mort. Ah, moi Et aussi. donc, je suis pressé qu'il parte même, parce que je te dis, ça va amener déjà des possibilités financières. Moi, je vois Pépé, par exemple, à Lille. Je veux dire, c'est un mec qui vaut peut-être 80 millions, mais moi, je les mets les 80 millions si Neymar part. Bon, mais en fait, tu vois, ça va libérer des choses et les dossiers vont peut-être se finaliser plus facilement, quoi. Loïc, tu penses que ça va se profiler comment au-delà de tes souhaits? Tu penses que. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur le fait que
concrètement, ça va être compliqué pour lui quand même de rester, vu tout ce que ça a créé, quoi. Ouais, bah, mine de rien, moi, pour l'instant, je pense plus qu'il va rester qu'il va partir, hein. Ah ouais. Je, ouais, alors c'est serré, ça se joue un peu, bien sûr, mais non, Ah, même je s'il comprends. a, voilà, je sais pas, moi, je le vois malgré tout ça, je le vois plus rester que partir aujourd'hui. Après, on verra l'évolution du dossier, hein. C'est commencé, il peut se passer tellement de choses, ça va tellement vite. On peut pas garder un joueur non plus qui veut absolument partir, Ouais, c'est c'est ça. nocif et tout. Mais voilà, je pense qu'on n'en est qu'au début du feuilleton. La situation va encore connaître quelques éléments et Bien sûr. quelques évolutions. Mm. Mais aujourd'hui, non, je le vois pas vraiment partir en fait. Ouais, mais moi, C'est c'est son ce. envie, mais Moi, c'est ce doute-là qui me fait peur, justement, c'est de pas savoir. Alors, ça veut dire que jusqu'à la fin du mercato, on va être dans le doute, en fait. ouais, mais Et je j'ai veux envie dire, de ça, dire comme tu vois, c'est pas les meilleures conditions pour préparer une saison, Bah quoi. non. non, non, bien sûr, mais on n'est pas encore ce géant d'Europe. On a des joueurs de qualité mondiale. Ces doutes-là, j'ai envie de dire, on les aura régulièrement. L'été prochain, si Mbappé ne prolonge pas là au cours de la saison, l'été prochain, on aura la même saga avec Mbappé parce qu'à ce moment-là, Mbappé, il lui restera 2 ans de contrat l'été prochain. Et on se dira, si on le prolonge pas cette année ou on le vend pas cet été, l'été prochain, il lui reste qu'1 an de contrat. Il perd en valeur. Ça fait ci, ça fait Hmm. ça. Il y aura le même pataquès, j'ai envie de dire. Oui, Bah oui, oui, mais mais pas forcément dans les mêmes conditions. Et puis, quand Non, tu bien parles sûr. d'Mbappé, c'est marrant parce que tu me fais penser à une chose. Et je me dis, pour que Mbappé il explose vraiment, est-ce qu'il faut pas que Neymar il parte aussi? Fait, tu vois, c'est. oui, c'est vrai. Ça peut Fait, s'entendre. tu vois, c'est aussi ça que ça me. J'y pensais pas forcément, mais je me dis, c'est une raison de plus qui me dit qu'il faut que Neymar parte, quoi. Pour que Mbappé il ait les clés du camion, quoi. Ouais. Après, en fait, je suis assez d'accord avec vous deux en même temps. C'est-à-dire que au final, je pense qu'il va finir par rester, mais je pense pas que ce soit une bonne chose, par contre. Je pense que malheureusement, il va rester. Je pense que malheureusement, il va rester tout simplement parce que ça va être trop compliqué de le faire partir là. Un transfert comme ça, à part où on l'a eu le cas il y a 2 ans parce que c'est une clause libératoire, mais c'est tellement cher que C'est compliqué, hein. ça se prépare 6 mois à l'avance. Tu peux pas, là, en l'espace d'un mois, truc, là, au niveau il y a tellement de paramètres, tellement de négociations. C'est vraiment short pour que ça se produise. Ouais. Enfin, Enfin, là, les dernières rumeurs, quand même, elles sont sur un deal, quand même, avec le Barça qui proposerait 2 joueurs oui, en échange. oui, mais bon, ça, les rumeurs des journaux catalans, si tu veux, bon. Je Ouais, pense. enfin, non, là, ça serait plutôt des journaux français, mais Ah ouais, ouais. je pense que. Ah oui, j'ai vu Moi, je vois bien. l'information. Moi, je vois bien Coutinho arriver Faut voir. avec, je sais pas moi, hein, avec, Je sais pas, moi, personnellement, je m'avance pas sur l'issue. C'est un truc qui va, comme dit Loïc, qui risque de connaître encore 25 rebondissements, hein. Donc, Ouais, mais c'est le club qui va en pâtir, moi, je crois. Et c'est Ah bah dommage. moi par contre je suis totalement Oui, d'accord. Totalement forcément. d'accord avec ça. Je pense Mais que bon, là, écoute. en fait, je pense que le plus gros problème de tout ça, c'est que bon après on connaît notre club, hein, on n'a jamais un été tranquille, hein, c'est comme ça, mais ou une saison tranquille, mais bon, c'est au bout d'un moment, enfin, c'est pas le FC Neymar quoi, C'est ça. c'est le PSG. Au bout d'un moment, on peut plus subir ce genre de truc. Même si franchement Neymar, j'étais comme tout le monde, j'étais comme un dingue hein, quand il est arrivé. Hein, je vais pas mentir. Hein, c'était Neymar, c'était un truc de fou. À l'époque, c'était sans doute le troisième meilleur joueur du monde à contester. Il nous avait mis la misère. Il avait déjà mis la misère à beaucoup de gens. Il était plutôt en forme et tout. Et même quand il arrive, au début, voilà, il nous a fait des gestes de fou. Je remets rien en question de son talent. Son talent, rien du tout, évidemment. Mais c'est une situation très très compliquée. Il y a un nouveau directeur sportif qui est là, qui a pas l'air de vouloir céder grand-chose. On va voir, on va suivre l'évolution, mais bon, on a des avis différents. Mais moi, je serais plutôt de l'avis effectivement de Julien de dire que si jamais, j'y crois pas trop, mais si jamais on arrive à faire un bon deal, à récupérer un peu d'argent, peut-être pas 300 millions, mais si on arrive à récupérer un peu d'argent et investir sur un ailier, un milieu de terrain, un 6 machin, ah, je prends, moi, tous les jours. Hein. Ah, après, je me permets de rajouter, parce qu'on parlait de ternir l'image par rapport à voilà, toute cette situation. Quand Zidane
retourne au Real, est l'entraîneur du Real Madrid, et que quelques semaines après, tu vois Mbappé qui fait sa déclaration, Oui, oui, oui. Alors c'est la là, même chose. là, tout grand débat qu'on va pas avoir le temps de développer Non, malheureusement. bien sûr, mais Ça mériterait, ça mériterait. Non, mais t'as raison parce que, enfin, je, alors on peut donner notre avis là-dessus, mais pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est en fait le fond, c'est la même chose, c'est-à-dire que je ne conçois pas que si ça arrive, c'est-à-dire Mbappé, il dit ce qu'il veut, j'appuie pas du tout sa déclaration, mais si jamais ce genre de truc ça arrive, il doit y avoir une réponse hyper forte du club et de l'institution. Mbappé, enfin, puisque tu parles de ça, moi c'est comparable. C'est-à-dire que t'as un mec qui décide sur les médias de dire en gros bah si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais et je mets la pression au club en direct dans une cérémonie. Ouais, ça c'est pas possible ça. Ça c'est pareil. Pour moi c'est pareil. Ouais, pour moi, c'est pas tout à fait pareil parce que pour moi, c'était juste un peu mettre la lumière sur lui en termes de responsabilité et qu'il voulait justement s'affranchir un peu peut-être de Neymar et prendre les rênes un peu du jeu Sûrement. parisien. Donc, moi, je le vois plus comme ça, tu vois, plus un appel aux dirigeants en disant maintenant, je me sens prêt pour assumer les responsabilités du joueur clé de l'équipe, quoi, tout simplement. Ouais. Tu vois, on peut le voir aussi comme ça, je pense. Bon, après, je pense on va pas plus développer ça parce que Non, 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 ouais. c'est très intéressant, mais on risque de déborder. Bah, du coup, sur Neymar, est-ce que vous avez encore peut-être un mot de conclusion là-dessus? Comment on pourrait prendre la chose? Si, est-ce que vous pensez que dans tous les cas, est-ce que cette situation doit être réglée au plus vite? Je pense que ça, on est d'accord de prendre la décision ou pas de le vendre. Il faut que ce soit réglé assez vite, quoi. Oui, moi je pense qu'il faut que ça soit réglé assez vite, comme je le disais. Après, il ne faut pas qu'on perde la face non plus, hein. Je veux dire, dans le deal avec le Barça, il faut qu'on reste fort et qu'on soit quand même exigeant, donc qu'on s'y retrouve financièrement. C'est pour ça, moi je te dis deux joueurs plus une grosse somme, voilà, je pense qu'on s'y retrouvera, hein. Loïc, un Parce que mot de Neymar, conclusion? financièrement, Neymar, il a apporté énormément au niveau médiatique, Oui, niveau oui, merchandising, enfin voilà, bon, tout ça, je pense qu'il a apporté aussi, hein, donc, bien sûr. Loïc, un mot de conclusion bah, sur Neymar, peut-être? après, j'ai envie de dire, le départ de Neymar, il est acté dans le sens où Leonardo a dit Neymar peut partir. Le problème maintenant qu'on a, c'est que en cas de départ, il faut qu'il y ait des offres. Pour l'instant, il n'y a pas d'offres. Un club comme Barça a tout intérêt à faire traîner un peu les négociations. Oui, oui, Donc complètement. ça le c'est sûr. problème est là, c'est pour l'instant il n'y a pas d'offre au final. Donc Neymar veut partir, puis il va partir ci ou ça. Il faut que les offres soient sur le bureau et qu'elles soient étudiées. Mais tant qu'il n'y a pas d'offre, tant que c'est juste du blabla, on en restera dans cette situation. Ouais. Je pense que, en tout cas, puisque on parlait tout à l'heure dans le mercato de recrutement intelligent, de nouvelle approche du mercato, une nouvelle approche du club, une nouvelle institution avec Leonardo, je pense qu'il faut, si tu veux vraiment tourner la page, t'essayes t'es- alors effectivement, faut pas perdre la passe, mais t'essayes quand même au maximum de tourner la page Neymar. Et puis merci, ça a pas marché, ça a pas marché. Mais tu peux pas d'un côté instaurer un nouveau directeur sportif qui se veut ultra strict, ou alors bah tu lui dis tu restes, mais tu restes à nos termes, c'est-à-dire que en gros tu bouges plus une oreille quoi. Tu pars plus au Brésil pour te faire soigner n'importe quand, tu vas plus faire les carnavals quand tu veux, t'as plus de passe droit, tu fais plus tes déclarations dans les médias où on comprend une fois sur deux tes sous-entendus. Je pense que si jamais il reste, il faut qu'il reste au terme du club, vraiment. Ouais, mais moi je le vois pas accepter ça, Neymar, tu vois. Non, moi non plus. Donc Au fond, moi non pour plus. moi Mais bon. c'est. Mais je suis d'accord sur le principe, voilà, complètement, hein. Tu te mets au pas, sinon c'est pas la peine, hein, mais bon, je vois pas trop, hein. Ok, bah écoutez, je pense que oui, ça fait quand même un peu plus d'1h30 qu'on débat maintenant. Donc, à moins que vous vouliez dire un dernier mot sur tout ce dont on a parlé ou peut-être ouvrir un dernier tout petit sujet, peut-être. Ouais, moi, la grande question que j'ai sur l'arrivée de Leonardo, on va dire, c'est comment on va tenir sa relation avec Tourelle, et notamment au niveau du mercato. Alors, je m'aperçois que là, quand même, Leonardo, il accepte d'aller un peu dans le sens de Tourelle, notamment avec Diallo.
Donc j'ai l'impression que Leonardo, il compose avec les volontés aussi de Tourelle, donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et on verra le résultat. Mais si par cas ça marche pas bien, je pense que Leonardo il va vite reprendre les rênes et je pense pas que Tourelle va l'accepter comme ça. Donc voilà, je suis assez, voilà, c'est peut-être un autre débat, mais je suis assez interrogatif sur la paire Leonardo-Tourelle pour la suite. D'accord. Loïc, t'en penses quoi de ce sujet-là? Oui, effectivement, ça va être à étudier de près, hein. C'est au premier quoi qu'on va voir clairement ce qui va se passer, hein. Maintenant, comme Julien a dit, Léo a l'air de faire un peu du zèle. Il essaie de satisfaire Tourelle. Il a dit dans une interview, c'est lui qui vient d'arriver, c'est à lui d'écouter Tourelle, voilà, et de répondre à ses attentes. Donc, il vient avec de nobles intentions et à voir ce qui se passera lorsqu'il y aura des couacs. Ouais, bah, Mais écoutez, ouais, vas-y, finis. je pense clairement que en cas d'échec européen, ça viendra de Tourelle, hein. D'accord. Bah, écoutez, ouais, c'est vrai que c'est un sujet un peu important, effectivement, la coordination et l'entente supposée entre les deux. Après, moi, je suis pas si pessimiste que ça. Je pense que globalement, les gens intelligents peuvent s'entendre et je pense que c'est des personnes intelligentes. Après, effectivement, il y a la question de l'autorité, il y a la question du mercato, mais bon, a priori, je m'en fais pas personnellement plus que ça sur ce sujet, d'autant que, comme l'a dit Julien, ça a l'air d'être plutôt pas mal démarré. Bon, on verra, mais en tout cas, je pense que l'arrivée de Leonardo, elle est aussi importante pour Tourelle, pour que Tourelle ait aussi un peu de soutien d'un point de vue sportif, quoi. Qu'il soit pas tout seul face Ah oui, de toute au... façon, avec Enrique, ça pouvait pas continuer. Ah bah non, non, ça Ça, c'est c'est clair. sûr. D'ailleurs, on en a pas dit un mot, mais salut Enrique, bon vent. Et puis, Oui, voilà. bon vent, et puis on peut quand même Ouais. lui reconnaître c'est quand même lui qui, pour Sarabia et Herrera, enfin voilà, il avait quand même initié de bonnes choses, hein, Oui, c'est lui qui avait malgré enclenché. tout. Effectivement, c'est lui qui avait enclenché les contacts. Mais bon, là pour Enrique, moi je reprocherais certains cas quand même de mercato très très mal gérés quand même, voire catastrophiques. Et puis surtout, c'est le fantôme du Parc des Princes, quoi. Enfin, Ah oui, c'est clair. dans Euh, qui connaît vraiment Antero Henrique? Qui sait en fait? Il parle jamais. C'est censé être le directeur sportif. Le mec, des fois on le voit faire des Il est vannes transparent. et tout à la mi-temps, mais il est pas là, quoi. on aurait aimé ce qu'il fasse à Paris, ce qu'il a fait à Porto, hein. Ouais, Quand il fait venir des jeunes joueurs qui remontraient, rien que le fait de faire venir des jeunes joueurs, hein. Là, il arrive, c'est comme Zoubi à l'OM, hein. C'est des gars, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de carnet en fait, hein. Tu te demandes vraiment qui c'est. C'est clair. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc Tout à fait. Ouais. Avec Leonardo, je pense que déjà la filière italienne va être réactivée à mon avis. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on a, pour un premier podcast, on a bien fait le tour. On a parlé je pense, à peu près de tout ce dont on devait parler. Donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous auront écoutés. Et je remercie d'avance votre indulgence concernant la qualité du son qui, la prochaine fois, j'espère, sera meilleure. On essaiera de faire au mieux. J'ai cru entendre quelques petites coupures, mais bon, j'espère que ça n'altérera pas l'audibilité du podcast. Et puis surtout, bah, je vais remercier vous deux, Julien et Loïc, merci d'avoir participé à ce premier podcast. Merci à vous. Ouais, merci à toi, Merci merci à à toi en vous, tout cas. c'était cool. Et puis Ouais, du coup, c'était un vrai plaisir. je précise aussi, ce que j'ai pas précisé en intro, ce que j'aurais dû préciser, que ce podcast a vocation aussi à servir de débrief pour les matchs quand la saison reprendra. Et que du coup, j'espère qu'on aura, notamment sur les grands matchs de Ligue des Champions, les matchs contre Marseille, les matchs contre Lyon, les matchs de haut de tableau, qu'on aura, voilà, qu'on s'organisera pour faire un débrief. Pourquoi pas dès le Trophée des Champions d'ailleurs, pourquoi pas, on verra ça. S'organisera pour faire des débriefs, alors soit directement après le match, soit le lendemain du match. Ça a aussi cette vocation-là, au-delà de parler de sujets plus larges comme on l'a fait maintenant. Donc du coup, bah, encore une fois, merci de nous avoir écoutés, merci à vous deux. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour un prochain podcast.
Donc voilà, à très bientôt et merci d'avoir écouté le premier podcast du Planète PSG Show. Merci les gars, Merci à toi. Au revoir. à bientôt. À bientôt, à la prochaine.